national qui a toujours prôné le dialogue, qui a toujours prôné le consensus, qui a toujours prôné les assises. C'est-à-dire les militants doivent se parler, doivent s'entendre sur l'essentiel. Et cet essentiel, je vous ai dit, c'est le développement de la communauté, des populations, en tout cas l'amélioration des conditions de vie des populations de Banganté, qui est donc en question aujourd'hui l'intérêt supérieur de la nation du Cameroun et bien évidemment l'intérêt aussi c'est l'intérêt du parti. Donc que le parti soit grand et que les fils et filles puissent s'entendre et s'asseoir et se dire que l'élection passera, la politique politicienne passera, certainement ce qui restera, c'est l'intérêt du parti et bien évidemment le développement des populations de cette commune. Serima Sinfa, merci d'être là. Vous allez bien? Bonjour Christian, bonjour à tous mes co-panélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous regardent notamment à travers la cité capitale et même à travers le monde. D'accord. De la portée. Oui, à travers les réseaux sociaux, les pages Facebook et YouTube de Canal 24. Comme à San Mélima, la guerre est ouverte. C'est-à-dire qu'on a observé à l'élection du maire de San Mélima beaucoup de guerres entre les responsables du parti qui sont établis à Yaoundé, qui ont du pouvoir. La guerre est ouverte à Banganté. Pourquoi tant de convoitises dans cette mairie? Pourquoi tant de convoitises dans cette mairie? C'est la question que vous posez, Christian. Déjà, vous savez, sur ce plateau, nous avons tous des militants et j'ai l'impression qu'ils sont tous d'un même parti. Oui, le Rassemblement démocratique du Congo. On leur a fait venir pour savoir ce qui se passe en interne. Oui, c'est très important et il fallait déjà rappeler que vous qui me passez la parole, là, je ne suis pas militant d'un parti politique. Vous êtes un observateur aussi. Je ne suis pas porte-parole d'un des candidats à la mairie de Banganté. Je ne suis qu'un journaliste, un juriste peut-être internationaliste aussi, mais je vais éviter, nous connaissons tous ces lois, notamment le Code général de la décentralisation, pour comprendre les faits et gestes du préfet du Ndé, ce qui s'est vraiment passé de ce côté-là sur le plan légal. Mais nous n'allons pas faire dans... Le préfet était dans son rôle, non? Il y a un docteur qui est en face de moi, mais nous n'allons pas faire dans l'érudition ou alors dans le juridisme. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont fatigués de ça. On leur dit, bon voilà, et encore moins de la discipline du parti. Parce que nous sommes tous convaincus d'une chose aujourd'hui, c'est qu'au Cameroun, les institutionnels sont devenus plus forts que les institutions, beaucoup plus puissants. Et on a des hommes et des femmes qui sont devenus plus puissants que les textes de la République, les textes légaux et conventionnels. À plus forte raison, les textes d'un parti qui n'est qu'une association de droit privé. C'est ce qui s'est passé. Qui ne regroupe pas tous les 25 millions de Camerounais. Il y avait trop de puissants là-bas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes journalistes, nous avons été un petit peu déçus de ce qui s'est passé du côté de Banganté, où il y a eu une très forte orchestration de cette affaire. Il y a eu beaucoup de manipulation, il y a eu beaucoup de propagande. On a vu des images tout à l'heure, c'est bien de le voir, mais le regard qu'a le spectateur sur ce qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas le regard que nous avons. Nous qui avons des éléments de relais d'information sur le terrain, notamment nous qui suivons de très près cette actualité-là du côté de Banganté, parce que nous allons sur le terrain pour comprendre ce qui se passe avec toute la neutralité politique que cela nécessite. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui se passe à Banganté aujourd'hui, c'est tout simplement une guerre de clans et de réseaux, de lobbies, où nous nous retrouvons dans une jungle. On n'a rien à voir avec la discipline partisane. Il y a des conservateurs comme l'a soulevé le docteur qui refusent le changement. On n'a rien à voir avec les textes que le préfet vient brandir, mais on a affaire à des individus, à des égos très forts, à des guerres de clans de réseau. C'est le plus fort. C'est le plus côté Aïdoudi. C'est le plus côté auprès de tel patriarche. C'est le plus côté auprès de tel ou tel autre individu camerounais plus fort qui va l'emporter. C'est connu de tous. C'est une vieille guerre d'ailleurs. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui on voit M. Eric Niat face à Madame Nana, mais c'est quelque chose qui précède ces deux individus qui sont sur la scène politique aujourd'hui pour la tête de l'exécutif communal de Banganté. Vous connaissez qu'il y a une guerre depuis, on vous dit qu'il y a un clan Niat qui affronte un clan Koutes par exemple. Chacun a ses ramifications, chacun a ses tentacules, chacun a ses tuyaux, mais c'est ce que le Camerounais ne voit que la sauvagerie du côté de Banganté. Il n'est pas dans le huis clos qui se déroule entre le préfet et les 40 conseillers municipaux pour dégager le maire. C'est ça aussi. Sauf que là maintenant, ce Camerounais est concerné parce que ce sont des élections locales.
Oui, ce sont des élections locales. C'est-à-dire que, et il faut le dire, là on remplace un maire qui est décédé. Ici, l'élection n'a que lieu au sein du conseil municipal. Les populations locales qui avaient élu monsieur le docteur Jonas Kwamo, de regretter mon moi, paix à son âme, ne sont plus directement concernés par la chose. Mais la seule chose que ces populations demandent, c'est que les textes soient respectés. Mais ici, il y a d'abord un effet partisan parce que tout le conseil municipal appartient au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On a mis même à mal le mandataire du parti qui est venu avec le nom déjà du maire dans une enveloppe blanche. Et on lui a dit, mon ami, écoutez, cela est propre à ce parti-là et c'est connu de tous. Et on lui a dit, écoutez, cette fois-ci, on ne va pas laisser faire. Voilà la réalité du côté de Bagaté. Il faut qu'on revienne effectivement à la vraie discipline du parti dont faisait allusion M. Foula et aux textes en vigueur, notamment les textes du Code général de la décentralisation. Mais puisqu'on les a écartés, on est entré dans la force politique, la force individuelle, avec tout ce que cela implique. Voilà ce qui est servi au Camerounais aujourd'hui. M. Boundessi, c'est quoi le problème de M. Niat à Baranté aujourd'hui? Non, M. Niat ne demande qu'à exercer la fonction de maire, cette fonction qui lui a été conférée par ses pairs. Par ses pairs. Lesquels ses pairs, concrètement, ce que veut dire mon voisin de droite, M. Niat a été candidat à la candidature dans une primaire organisée au sein de notre parti, suivant le règlement intérieur de notre association. Parce qu'il faut dire qu'il n'est pas devenu conseiller municipal par sa seule volonté, il a été investi par le parti en conformité avec le règlement intérieur, comme le disait le docteur tout à l'heure. Il a fait acte de candidature. Le camp d'en face lui a opposé un candidat. Le résultat a donné ce qu'il a donné. Je tiens à vous dire que hier, le 2, il affrontait un candidat qui n'est plus celui qu'il affronte aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en train de créer une fronde de nature à, je sais pas, pour des raisons que nous ne pouvons pas justifier. Mon frère, oui, mais vous êtes sur le terrain, vous pouvez savoir ce qui se passe. Non, il se passe qu'il n'est pas de notre rôle de faire la police des messes basses. Nous sommes au service d'un parti et du peuple. Nous avons fait acte de candidature. Comme le docteur le disait, nous avons fait acte de candidature. Le parti a jugé que nous avions suffisamment d'étoffe pour être candidat à la candidature. Nous avons été investis comme conseillers. Une fois conseillers, nous avions le droit, comme tous les 40 autres conseillers, de faire acte de candidature à la magistrature. C'est ce qui a été fait une fois. Concrètement à ce qu'il voulait dire, une fois nous avons été candidats, nous avons perdu. Nous sommes alignés au principe du parti. Nous avons fait acte de candidature pour la deuxième fois. Nous avons perdu devant le docteur Kwamo. Concrètement, ce qu'il dit, ce n'est pas le peuple qui a élu le maire. Le peuple n'a pas élu le docteur Kwamo comme maire. Le peuple a élu 41 conseillers. 41 conseillers. Maintenant, ça, il faut le dire. Pour voter le maire, c'est les grands électeurs. Le peuple a donné un mandat. Simplement suffrage indirect. Non. Suffrage, oui, mais le peuple a élu une liste de 41 conseillers. Parmi les 41 conseillers, il désigné quelqu'un qui va diriger l'exécutif communal. Très bien, il était candidat parmi les 41 conseillers. Passé le vote populaire pendant les élections de la session de plein droit, il a fait acte de candidature. Il l'a perdu. Étant Niat, malgré toutes les entrées et tous les réseaux dont on veut nous faire croire actuellement, il les avait. C'est pas aujourd'hui qu'il a ses entrées. C'est pas aujourd'hui qu'il est devenu le fils de M. Niat. Bien sûr. Il l'a toujours été, malgré ses défaites. Et je tiens à vous dire, dans notre parti, il y a le règlement intérieur qui prévaut. Le parti a décidé que ce sont des investitures. Éric Niat avait monté une liste pour croiser le fer à la liste conduite par le docteur Kwamo. Le parti a décidé autrement. De la liste d'Éric Niat en est sorti tout seul. Sur 41 conseillers, il faut dire qu'Éric Niat s'est retrouvé 1 contre 40. Une semaine plus tard, il a croisé le fer à cette liste-là. Il a eu 6 voix. S'il a pu avoir 5 personnes qui l'ont suivi en une semaine, si vous êtes des politiciens qui pouvaient anticiper sur les choses, vous vous dites, s'il a pu avoir 5 personnes qui l'ont suivi en une semaine, ça veut dire combien de conseillers peuvent le suivre en un an? C'est le résultat du travail. Tout simplement, je dis donc que le peuple a donné son mandat à une liste de conseillers. Éric Niat est conseiller
Maintenant, malheureusement, pour nous, le docteur Kouamouo, qui était le maire, décédé, il était question, pour des raisons légales, qu'on convoque une session de plein droit. Le parti a décidé en interne de consulter ses conseillers, cette fois par voie démocratique. Et quelle démocratie? Les candidats n'étaient pas appelés à mettre un vulgaire papillon dans l'enveloppe. Il était question pour chaque conseiller de prendre ses responsabilités en écrivant en toutes lettres le nom du candidat qu'il souhaiterait avoir comme chef de l'exécutif. C'est ce qui a été fait dans un élan purement démocratique. Le chargé de mission, le mandataire, n'a fait qu'entériner, contrairement à ce que lui disait, que on est venu avec un nom dans une enveloppe. Non, ce n'est pas. L'élection a été faite séance tenante. Les 40 conseillers étaient présents, dont l'absent qui était là, il y avait une procuration. Ils sont tous passés là. Ils ont inscrit le nom. Le nom. Ils ont perdu. Un procès verbal a été graissé séance tenante. On a remis le procès verbal au président du groupe communal. Puisque c'est notre parti qui tient les rênes. Le procès verbal, il avait la mission de décliner parce qu'il y avait deux cas. Il y avait le cas du maire et le cas du 4e adjoint. Puisqu'il y a un candidat qui partait de l'adjoint au maire pour être candidat. Eh bien, Madame Nana qui aujourd'hui, Madame Nana est partie de la consultation du dimanche pour être 4e adjoint au maire. Voilà comment elle entre. Elle entre comme 4e adjoint au maire. Ouais. Donc, on arrive, on fait les élections. Bon, oui, voilà, elle est la seule candidate. On dit, bon, comme elle appartient à telle zone géographique, il faut qu'elle remplace celui qui est parti 4e adjoint au maire. C'est validé. On va aux élections pour le maire. Eric a fait acte de candidature. Ils vont aux élections. Il gagne. Ça veut dire qu'il a le soutien de ses camarades conseillers. Oui. On dresse un procès verbal. Ils signent. Tous signent le procès verbal. Et Madame Nana sort d'où le jour du vote? Écoutez, ils signent le procès verbal. On remet donc au président du groupe communal. Comme cela est des usages dans notre formation, c'est lui qui doit déclarer le nom du candidat du parti à la session de plein droit. Le lendemain, c'est la session de plein droit. Ils prétendent qu'ils ont la légitimité. Sauf qu'ils ne viennent pas à la session de plein droit. En utilisant des mécanismes qu'ils ne font pas, parce que cela ne va pas faire honneur à notre parti, on a donc retenu les conseillers. Le quorum de 2/3 n'a pas été atteint. Le préfet prend donc il prend acte et il renvoie la session sur 72 heures, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 72 heures plus tard, effectivement, tout s'arrive. Séance tenante, il demande au candidat qui, hier, a perdu aux élections, de se porter candidat. Il dit non, mais j'ai perdu contre mon petit frère, je l'ai félicité, je l'ai embrassé. Maintenant, je l'accompagne. C'est ce qu'il dit. Oui. Tractation sur tractation en pleine salle. On demande à Madame Nana qui était 4e adjoint au maire de faire acte de candidature. Qui lui a demandé? Je parle du président du groupe communal. Ah, d'accord. Il faut que les gens qui nous regardent comprennent bien. Pour qu'on comprenne, on voit bien la nudité de ce parti du côté de regarder. Continue à dérouler. Non, je suis là, je ne suis pas là dans les vaines analyses. Exactement. Il faut que ceux qui nous regardent comprennent bien. Je crois que ça intéresse même les Camerounais aujourd'hui. Je restitue les faits. Je restitue les faits. Eh bien, il arrive en salle, puisque la position d'Éric Niak l'inconforte lui personnellement. Pour des raisons personnelles, il estime qu'il faut qu'on passe par la paralysie du fonctionnement et du parti et de l'administration. On lui passe la parole, puisque le préfet, les conciliabules, ça ne tenait pas à demander que après se retire, on lui passe la parole. En tant que président du groupe, comme vous pouvez le savoir, même le mandataire du comité central il ne prend pas la parole. Lui, il n'a pas la parole. Lui, il dit non. On lui demande, est-ce qu'il y a un candidat? Lui, il dit, il y a 2. Le préfet suspend. Le mandataire lui demande, mais est-ce qu'il y a 2 candidats? Vous avez un procès verbal? Vous l'avez signé? Mais lisez le procès verbal que vous avez vous-même signé. Il persiste ici, il dit, c'est 2 candidats. Oh, vous savez, je ne suis pas juriste comme mon frère de droite, mais vous savez lors de la session de plein droit, un candidat propose un candidat et non 2.
Là est toute la subtilité. S'il doit présenter Madame Nana comme candidat, alors qu'il prenne ses responsabilités et qu'il dise que le candidat qu'il propose, peut-être au nom du parti ou alors un institut personnel, c'est Madame Nana. Vous ne pouvez pas proposer et M. Niad et Madame Nana. Ça veut dire que vous prenez sur vous le soin de créer un clivage au sein de notre parti. Mais ce que je dis, c'est que le parti a pris ses responsabilités. Le parti a demandé que le candidat sélectionné par les camarades conseillers soit investi. Mais maintenant, s'il y a une clique de personnes qui pensent que ils sont en train de perdre leur cycle foncier sur la ville et qu'il faut qu'on passe par d'autres subterfuges et d'autres actions qui n'ont rien à voir avec la loi. Qui n'ont rien à voir avec et la loi et le fonctionnement interne de l'association qui vous investit. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous développe des raisonnements qui tendent à montrer que... Docteur Foula. Qui tendent à montrer que tant qu'une partie reste au pouvoir, c'est une bonne chose. Tant que l'autre arrive, ça devient qu'on est en train de tirer les ficelles. Oh non, je dis, Eric a perdu aux élections une fois. Il s'est aligné, il est revenu à la session de plein droit. Il a voté le candidat choisi. Pour la deuxième fois, il a fait acte de candidature. Il a encore perdu. Il s'est aligné, il est venu en session de plein droit, il a voté. D'où vient-il que maintenant, parce que vous ne l'attendiez pas sur la ligne d'arrivée et qu'il est fait arriver, il faille qu'on recommence contre un autre candidat? C'est ça la vision perverse de cette affaire. Il a battu le candidat que vous avez préparé depuis longtemps. Vous lui dites non, nous allons t'opposer un autre candidat. Donc, maintenant, s'il faut qu'on prenne à témoin le peuple pour dire que non, le parti ne fonctionne pas bien en interne, c'est normal, c'est une famille, de temps en temps, il y a quelques petits toute la légitimité, si tant est que les conseillers qui lui ont donné confiance ont été élus par le peuple. Je crois que le peuple, que moi j'ai cité à témoin ici, est suffisamment nourri. Merci Sylvie, j'arrive au sein de ce parti. Monsieur Foula, posons-nous les questions qui fâchent. Est-ce que l'ancien maire de Baganté, Madame Coutès, n'est jamais partie de cette mairie? C'est ça qui crée problème aujourd'hui. Non, jamais. Puisqu'il y a un décret qui la nomme ministre. Est-ce qu'elle n'est jamais partie de la mairie? Est-ce que c'est ça qui fait problème sur le terrain? En répondant à votre question, je vais aussi me poser un certain nombre d'autres. Martial est là, il va aborder les aspects purement politiques. Oui. Mais moi, je voudrais un peu m'élever en tant que scientifique pour me poser un certain nombre de questions. D'ailleurs, je vais commencer par être clair. Il ne faut aucun doute que Eric sera élu maire. Pour ça, je crois que... Ah, vous en êtes convaincu? Non, il n'y a pas de précipitation à attendre. Eric a la confiance de la majorité des conseillers municipaux, tout comme il a la confiance de son parti. Donc, la troisième élection aura lieu et sera purement et simplement et démocratiquement élu maire. Mais, il faut quand même que l'on retienne un certain nombre de leçons. Ça, je parle maintenant en tant que scientifique. Martial abondera, comme j'ai dit, les problèmes politiques. D'abord, le nombre de renvois n'est pas toujours à l'avantage même de la mairie. Le parti étant une élection locale, la mairie. Je crois que le record est battu, Christian, vous rappelez, par Madame Feu Madame Foni, parce qu'il y avait eu trois renvois. Donc, vivement que la majorité, sinon la totalité du conseil municipal étant monocolore, c'est-à-dire RDPC, il faudrait qu'on apprenne à régler certains détails en interne. Deux, comment aussi dit homonyme, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on a pu avoir 3 candidats en si peu de temps? Et il a raison de le dire. Parce qu'il y avait M. Jean-Labert Choumi qui était connu, l'adversaire connu d'Éric. Mais d'où vient-il que le jour, le deuxième renvoi, sorte du lot comme par enchantement, Madame Evelyne Nana, qui n'avait jamais manifesté l'envie d'être maire titulaire. Elle se contentait de son poste de 4e adjoint. Maintenant, il y a aussi l'attitude du préfet. Je ne suis pas venu m'en prendre aux autorités administratives, mais j'avoue quand même que on a parfois l'impression qu'il y a une je ne veux pas dire de 2 poids 2 mesures, mais certaines autorités administratives, principalement dans la région de l'Ouest, commencent quand même à poser un certain nombre d'actes. Je ne vais pas revenir sur l'actualité du gouverneur du côté du Noun. Ça, je ne suis pas venu parler de ça. Mais parce que... Vous savez que là-bas aussi... En 2007, vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Madame... Et après, mais ce qui s'est passé l'autre jour. Oui. Bon, c'est pas ça que je voulais parler. En 2007, vous vous rappelez ce qui s'est passé à Bafoussam premier. Le SGF avait choisi son propre candidat. Maintenant, à l'interne, il s'est passé autre chose. Mais le préfet, ce jour-là, le préfet a validé l'élection.
Ça dit ce que je veux dire, c'est que les préfets ont deux attitudes différentes. À Banganté, le préfet a eu une attitude que son collègue. Non, ils ne sont pas militants, s'il vous plaît. Il ne faut pas insulter. Il faut pas insulter les autorités. D'abord, leur statut. D'abord, leur statut leur interdit. Ils peuvent avoir des. Ils sont des humains. Ils peuvent avoir des préférences pour un candidat. C'est normal, c'est des humains. Mais leur statut les interdit d'être partisans. Donc, je veux dire qu'il y a quand même eu deux attitudes des préfets. Une à Bafoussam premier, une autre à Bangourin. Là, c'était l'UDC. Et dans ces deux cas, l'attitude des préfets a été aux antipodes de celle qu'on a observée à Banganté. Maintenant, est-ce qu'il existe un délai de patronyme? C'est-à-dire, est-ce que parce que vous appelez Niat, que vous n'avez subitement aucune compétence? Quand vous appelez BIA, vous pouvez pas être... Non, vous pouvez être élection nulle part. Vous ne pouvez postuler à rien parce que c'est comme si vous avez... Quand vous appelez Ngongo, c'est compliqué. C'est comme si vous avez demandé au bon Dieu de ne pas vous appeler à l'avenir où nous vont les choses, c'est que nous craignons. Certains enfants vont demander au bon Dieu de ne plus s'appeler Niat ou bien Kavaï ou autre. Non, c'est des Camerounais comme les autres. Ils ont droit aux mêmes avantages et aux mêmes droits et obligations. Maintenant, moi je crois qu'il s'agit aussi, je rejoins un peu mon ami, il s'agit d'une guerre des élites. Via, je ne veux pas dire via leur protéger, parce qu'on a nettement l'impression, on voit des mains insoupçonnées derrière l'attitude de Madame Nana. Parce que je ne peux pas croire un seul instant que du jour au lendemain comme ça, elle a pu prendre ses décisions d'elle-même. Forcément, derrière elle, il y a une main invisible, une main qui ne veut pas toujours partir la mairie. Qui veut contrôler la mairie. Une main qui estime que Banganté est pratiquement devenu un titre foncier ou un legs familial. Voilà donc. Et je termine par une suggestion. Je suis personnellement un peu gêné, je parle maintenant en tant que scientifique, un peu gêné par le fait qu'il faille reprendre des élections. Nous avons un maire qui est décédé et le maire avait un exécutif. Mais pourquoi ne pas comme ailleurs procéder à un vrai glissement? Qu'est-ce que j'appelle glissement? C'est-à-dire, le premier adjoint tranquillement, il prend les fonctions du maire, le deuxième adjoint devient premier. J'ai fait une proposition comme ailleurs. Parce qu'ailleurs, puisque c'est le même exécutif qui a été élu, c'est le même exécutif qui a été élu sur la base d'un même programme et ils appartiennent à un même parti politique. Est-ce qu'il fallait toujours, comme encore on a vu les débordements de Saint-Mélimant, est-ce qu'il faut toujours reprendre les élections? Donc peut-être que ça c'est des vraies questions. Parmi les enseignements, les leçons qu'on doit tirer, il faudra penser à instaurer ces glissements pour nous éviter de tels scandales. Mais comme je vous ai dit, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Éric Niat va être reconduit de manière très haut la main d'ailleurs comme maire de la commune de Banganté. D'ailleurs, il le mérite. Il a travaillé pour. Et moi, je suis personnellement pour l'arrivée aux affaires des hommes neufs, des jeunes, de ceux qui ont des ambitions. Il en fait partie. Je lui souhaite bonne chance. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on tire les leçons de ces éternels déchirements internes. Vivement qu'on apprenne à régler les problèmes internes. Vivement qu'on apprenne à faire ces glissements qui vont nous éviter de recommencer. Parce que si quelque chose arrive demain, ce qu'on ne souhaite pas, on va encore rappeler les gens pour une autre élection. S'il y a encore quelque chose, on va encore rappeler. Non, vivement qu'on apprenne à prendre des décisions. Et comme j'ai dit, que les autorités administratives apprennent quand même parfois à avoir une attitude courageuse. C'est aussi ça un préfet. Il faut être courageux. Et même quand on a l'impression, parce que là, il évoque la menace de l'insécurité, il évoque, vous avez vu la foule tout à l'heure, il évoque avec raison le fait que cela aurait pu donner lieu à des débordements. Mais comme j'ai dit, le préfet doit aussi savoir gérer, être proactif et prendre des décisions courageuses quand l'intérêt national l'exige. D'accord. Ça me pousse à poser la question à votre voisin de gauche, Martial Bessala. Pourquoi tant de renvois et la hiérarchie ne dit rien? Est-ce que la jeunesse de votre parti est en danger? Non, le RDPC est un parti démocratique. C'est trop lent quand même. Non, c'est un parti démocratique. Le RDPC, malgré la discipline qui est de mise, qui est de rigueur, n'est pas un parti qui ostracise, qui brime, qui impose, qui a le marteau sur la tête de tous ses militants, du tout. Il faut laisser s'exprimer la démocratie. Il faut laisser s'exprimer la démocratie. En même temps, c'est vous qui dites que le parti a tendance à influer dans l'action administrative. En même temps, vous appelez le parti toujours à intervenir, même là où l'administration doit régler. Donc, le RDPC connaît où se trouvent ses limites et le RDPC sait jusqu'à quel niveau il doit intervenir dans la République. On vous a dit que notre rôle s'arrête à un certain moment sur le plan institutionnel, la mairie.
après l'élection devant le mandataire, c'est-à-dire avant la session de plein droit. Une fois que le représentant de l'État est là, alors l'ORDPC s'éclipse. Maintenant, l'ORDPC et maintenant la politique aussi, en dehors, nous a-t-on appris, en dehors de ce qu'on voit, ou dont on peut dire à Canal 24. Le temps d'en face facilement non, comme ça, non? Non, quand d'en face, il n'y a pas de temps. L'ORDPC est 1. On part d'abord sur cette base-là. Ce que vous voulez créer camp, machin, c'est vous qui voyez les camps dans le. Moi, j'ai vu les camps. Non, il n'y a pas de camp. L'ORDPC est 1. Et l'ORDPC exprime la démocratie, fait de la politique au sein de son appareil. Et si vous venez dedans, c'est comme si vous entrez dans une maison, vous trouvez 2 enfants qui ne s'entendent pas sur le partage du pain ou quoi que ce soit, je ne sais, et vous arrivez là, vous dites que cette famille, on divise, voilà les camps de cette famille. Non, du tout, parce qu'après, cette mésentente-là, cette famille restera une, et quand vous sortirez, alors si vous essayez même d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans cette famille, vous pouvez vous constituer comme la PC principale. Donc je voudrais vous dire que nous observons cette situation et nous disons que le RDPC, en dehors de ce que vous pouvez donc observer, regarder à la télé, ce qu'on peut dire à Canal 24, la politique se passe aussi. Est-ce que le parti a laissé les plumes là-bas? Quelles plumes? Mais vous voyez les plumes où? Le RDPC n'est en concurrence avec personne dans la commune de Banganté. Le RDPC... Il y a déjà 2 renvois d'une élection qui était censée se passer Monsieur de manière classique, Monsieur Djemou, la politique, c'est la compétition. Alors, vous n'allez pas interdire aux gens d'avoir des ambitions, par exemple. En dehors du fait que le parti, lorsqu'il a instaurer un certain nombre de choses, nous allons régler ça sur le plan de la discipline. Maintenant, en dehors du plan de la discipline, il y a que chaque conseiller, la réglementation le dit aussi, une fois que le parti a proposé, le représentant de l'État est dans son droit de demander s'il n'y a pas un autre candidat. Vous voyez? Et là-dedans, ça veut dire qu'on donne la possibilité à tout conseiller, déjà une fois investi par le parti, est un potentiel maire. Il faut le dire aussi. Et que là-dedans, elle peut être motivée par telle ou telle chose, mais elle est quand même dans son droit de se porter candidat. À ce risque et péril maintenant de rencontrer la rigueur des statuts de son parti. Vous voyez? Si vous choisissez de jouer à ce jeu, alors au retour, vous rencontrerez sur votre chemin la rigueur des textes de notre parti qui vous interdisaient de le faire. Et là, chacun est responsable. Maintenant, la politique, c'est aussi le lobbying. On ne va pas empêcher un homme politique d'être soutenu par tel ou tel. Soyez soutenu par qui vous voulez. Mais ce que nous disons, et nous rappelons et nous martelons avec force, c'est qu'il y a des choses qui ne doivent pas être effritées. L'intérêt de notre parti à Banganté ne doit pas être effrité. L'intérêt des populations dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ça la mission, même lorsqu'on va être maire. Qu'on ne l'oublie pas. Ce ne sont pas les marchés qu'on va chercher ou quoi que ce soit. Oui, parce que quand on commence à être soutenu par tel ou tel, quand vous serez assis, j'espère que vous servirez les populations, vous ne servirez pas votre réseau. Et c'est ça, là où le parti veille en disant que monsieur et madame, vous êtes soutenus par tel ou tel. Mais lorsque vous serez assis maire, alors réglez les populations, que notre champion, le président Paul Biya, a fait la promesse en 2018, à savoir, il doit améliorer les conditions de vie des populations, passant par la décentralisation. Et passant par ses élus. Vous voyez, un tout petit peu. Et que là-dedans, ce n'est pas le lobbying qui est à condamner. L'intérêt de notre parti doit être sauvegardé. L'intérêt des populations doit être sauvegardé. L'intérêt de notre pays, le Cameroun, doit être sauvegardé. Parce qu'il y a, s'il y a risque de trouble à l'ordre public ou de sécurité publique du côté de Banganté, alors l'État du Cameroun devra intervenir. Intervenir. Et le RDPC ne va pas empêcher l'État de rétablir l'ordre à Banganté. S'il faut rétablir cet ordre-là. Oui, l'ordre devrait être restauré. Et que nous voulons aussi dire que, monsieur Djemou, il va bien falloir qu'à un certain moment donné, les gens sachent que le Cameroun est en train de changer et d'évoluer. Les pratiques de 1960, de 1970, où des gens pensaient que pour être, il fallait bien être coopté et botté, je ne sais pas comment. Alors, il va bien arriver un moment où des hommes peuvent échouer une fois, 2 fois, 3e fois, ils passent parce qu'ils méritent. Parce qu'avant, ils n'ont pas mérité, maintenant, ils méritent. Et que M. Niat, s'il mérite, ça c'est ma position personnelle, alors, s'il est avéré
il a réussi, ce monsieur, à puiser dans les conseillers de l'eau politiquement, et aujourd'hui avoir la majorité dans une liste qui a été constituée par les autres. Alors c'est à admirer. C'est à admirer et à encourager. Cela suscite deux choses. Une chose, premièrement, c'est que ce monsieur jouit effectivement et normalement, désormais, d'une certaine crédibilité au sein de ses conseillers. Et quand on sait que les conseillers sont choisis, investis, ont la confiance du peuple, alors ce monsieur peut être la bonne chance du côté de Banganté. Ça, c'est ma position personnelle. Et secondo, on a parlé de la transition générationnelle. Moi, personnellement, je n'attendais pas... Quand on voit la face d'un jeune dans votre parti, ça crée problème. Non, du tout. La preuve, nous avons des jeunes qui sont partout. Vous avez encore vu la Sonamine récemment, M. Blaise Moussa, qui est conseiller régional du côté de l'Est. La presse, c'était une presse représentée comme président. Là-bas, ce n'est pas le M. Moussa est militant du RDPC. Ça, mais c'est la Sonamine, ce n'est pas la... Non, pour vous dire que, je vous prends cet exemple pour vous dire que une certaine presse, puisque vous, la presse, vous faites souvent les présidents, les maires et les députés avant le temps, le présentait comme président du conseil régional de l'Est, mais il n'a pas été conseiller régional de l'Est, mais le président l'a nommé PCA, a nommé un autre jeune de 39 ans, directeur général. Donc nous, on n'a pas un problème avec la jeunesse. Merci. Et d'ailleurs, le président a tenu à le rappeler le 10 février dernier. Merci. Alors, en tant que jeune que je suis, permettez que je tire quand même que j'ai un peu de soutien à M. Éric Niad, en tant que jeune de notre parti. Merci beaucoup. Cyril, est-ce que comme on l'a vu à la une du Messager cette semaine, le front Niad, Koutez, René, est-ce que ce n'est pas aussi la vérité que ce combat n'est jamais fini entre les Niad, Koutez et le chef Banganté lui-même? On a vu les conflits ouverts à l'époque, cela revient au devant de la scène aujourd'hui et met à mal et la population et le parti et la mairie et l'administration. Monsieur Ndiomo, avant de répondre directement à votre question, je vais un peu juste brosser un mot sur le point de chute de monsieur Martial Pessala tout à l'heure, qui ici vantait un petit peu le concept de transition générationnelle. Oui. Il fait le cas... il a donné les exemples. Il a pris l'exemple Niad. Je crois que le jeune Niad que vous souhaitez de vivre voir prendre la tête de l'exécutif communal du côté de Banganté a été également reconduit au pêchoir à la tête du bureau politique du Sénat. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut donc comprendre par transition. Je ne sais pas, là-bas c'est son père. Bon, mais cela, ça n'intéresse pas beaucoup les Camerounais parce que nous sommes, on commence à balancer des concepts n'importe comment, on ne comprend plus rien quand il faut les appliquer. Bon, maintenant, revenons dans notre sujet. Vous demandez si c'est un vieux combat. Bien sûr. C'est-à-dire que le RDPC n'a jamais passé ses plaies dans l'indé. Il faut qu'on sépare bien au niveau de nos institutionnels la vie du parti et la vie de l'administration publique. Il y a un article dans la Constitution qui dit que tout mandat impératif est nul. Je crois que nous devons nous asseoir et éclairer encore un petit peu la lanterne sur ces différentes dispositions-là qui restent néanmoins floues. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que, parce que vous êtes investi par un parti, qu'au niveau de votre fonction administrative, vous n'appliquiez que ce que le parti vous demande de faire, pendant que vous avez une feuille de route, pendant que vous avez une ligne de conduite à tenir qui est purement administrative, mais parce que vous êtes lié par le parti. C'est parce que c'est le parti qui a reconnu votre militantisme et qui vous a remercié, par exemple, en vous propulsant à une fonction administrative, que vous allez toujours obéir au parti. Ça se fait au Cameroun. Je n'ai pas dit ailleurs, je dis ça se fait au Cameroun. Mais maintenant, vous parlez de cette guerre-là, cette guerre Niad Koutez. Christian, nous sommes journalistes, nous avons en face de nous là des militants. Et du rassemblement des cette guerre est réelle. Donc. Cette guerre est réelle et ils en sont conscients. Cette guerre est réelle. C'est-à-dire c'est un front. Et à ce stade de la compétition, les armes, toutes les armes sont bonnes à utiliser. Vous pouvez utiliser les textes en vigueur. Les autres peuvent utiliser le système de le mentorat. D'autres peuvent utiliser les couloirs d'étoudis. D'autres peuvent utiliser la population qui d'ailleurs est souvent vulnérable et manipulable sur le terrain. Et on l'a vu parce que vous avez vu au niveau de la population, il y a eu deux camps. Il y avait deux camps avec des pancartes. Certains qui chantaient pour Éric Niad, d'autres qui chantaient pour Madame Evelyne Nana.
Donc vous voyez que à ce moment, de la base au sommet, il y a deux clans qui s'affrontent avec toutes les armes, je répète encore, avec toutes les armes. Et dans la jungle, vraiment, vous pouvez avoir des dents un peu plus incisives, l'autre peut avoir des griffes, ainsi de suite. Toutes les armes, à ce moment, deviennent conventionnelles dans un pays comme le Cameroun, où on a du mal à faire la différence entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Mais maintenant, qu'est-ce que les Camerounais gagnent dans cette affaire? Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une mairie à Baganté qui va créer de la richesse. On a besoin d'une mairie qui va non seulement recevoir des compétences de la part de l'État, et également impulser le développement social, économique, culturel et même aussi politique. On a besoin d'eau à Baganté, on a besoin d'énergie à Baganté, on a besoin que davantage des routes soient bitumées. Donc ces combats-là, est-ce que ne profitent en rien aux populations qui, à la base, ont élu les 40 conseillers municipaux, dont deux aujourd'hui bataillent pour prendre la tête de la mairie. Donc, soyons un petit peu plus sérieux, retenons des leçons. Pourquoi? Parce que nous avons vécu quelque chose même de pire que ce qui se passe aujourd'hui à Baganté. En 2013, du côté de Yabassi, dans l'Oncam, où... la mairie a finalement la mairie j'aurais vraiment prié Dieu que le parti de Olivier Billet soit des conseillers municipaux pour récupérer la mairie de Baganté de Baganté. C'est que nous n'aurons plus de débat, nous ne serons pas sur ce plateau en train de débattre. Au moment où il se déchire et les sous-vêtements, il se déchire tout. Passé en 2013, rappelez-vous, quelqu'un a dit tout à l'heure que ils sont deux militants sur ce plateau qui ont balancé que le RDPC est un. Mais c'est ce que on nous a toujours balancé, mais en 2013, ça n'a pas été le cas. On a vu des factions, il y avait plus de deux clans. Ils se sont battus à l'interne. Ils disent que c'est la vitalité démocratique du parti. Le RDPC. Mais ce sont les clivages internes au RDPC qui ont fait basculer tout le parti, la mairie entre les mains de l'opposition. Vous comprenez un peu? Vous parlez, vous que l'échantillonnage, c'est sur combien de mairies? C'est justement important. Du haut de nos clivages, nous avons conquis. On est indivisible, on ne compte plus, on n'a plus besoin de faire. Du haut de nos clivages, nous avons conquis des mairies et des mairies qui étaient des bastions imprenables de l'opposition. Et on avait vu en 2013 des militants et des hauts cadres ce que vous appelez les clivages sont pour nous des signes de vitalité qui nous permettent d'avancer davantage. Du premier ministre Moussongue, et on n'a pas retenu les leçons jusqu'ici. Bis repetita, on est reparti. Pas plus tard nous sommes repartis vers le haut. Pas plus tard que hier, le 9 février 2020, ce qui se passait à Baganté s'est passé à Bitarouya. Ça s'est passé dans la Liké à Okola. Est-ce que cela s'est soldé par la perte d'un seul siège au RDPC? Pardon? Est-ce que cela se solde par la perte d'un seul siège, d'une seule centimètre de terrain pour le parti? Non, mais à un certain moment, on a l'impression que quand les populations se fatiguent de cette mise en scène-là, les populations ont l'impression que bon, on nous dit maintenant aujourd'hui que bon, voilà votre maire. Et puis ça devient quelque chose d'assez froid où on nous sert par sur tapis vert. C'est-à-dire on a l'impression que c'est sur tapis vert. Non, vous faites comme si on allait livre un maire pour venir dire à Baganté, c'est lui le maire. On a choisi une personne à qui la population avait déjà fait confiance. C'est de mettre l'intérêt partisan au-dessus de l'intérêt général. Nous avons choisi dans le vivier que le peuple a servi. Et dites la vérité au Cameroun. C'est concret. Le peuple dit voilà 41 de nos ambassadeurs. Nous avons cherché parmi. C'est logique dans ma démarche. Il faut dire la vérité au Cameroun. Mais quelle est la vérité que vous dites? Si ça ne va pas, que le préfet tire toutes les conséquences. S'il faut même recommencer à la base avec une nouvelle élection, il faut le faire. Parce que la contestation est toujours partisane et c'est la mairie qui est bloquée. Vous parlez de quoi? On annule le mandat. On refait l'élection. On refait l'élection. On refait l'élection. On refait l'élection. Je donne la parole à l'élection. Pour qu'on avance dans le débat. Aujourd'hui, c'est quoi la suite si le parti ne réagit pas tôt? On a renvoyé les élections à quand? Vous attendez que... Non, suivant les déclarations du préfet, qui est notre tutelle, il a parlé d'envoyer une date ultérieure. Oui. La date qu'il trouvera. Vous craignez ultérieur là ou bien vous êtes... Non, nous sommes républicains. Est-ce que non, vous ne vous dites pas qu'à un moment donné, quelque chose peut se passer et puis on nous l'enverse? Écoutez, nous sommes républicains et nous l'avons toujours été. Nous sommes respectueux de la marche de la République. Quand Éric Niat perd aux élections, il s'aligne, il avance. Maintenant qu'il a gagné aux élections, il attend que les perdants s'alignent et avancent ensemble avec nous. Oui. Maintenant que l'autorité administrative a pris une décision, nous ne la questionnons pas, nous ne la commentons pas, nous attendons.
Le jour que la tutelle dit que revenez vous asseoir, il faut qu'on donne un maire, qu'on remette à Banganté le maire qu'ils ont choisi, eh bien, nous allons déférer poliment à cette convocation, comme nous avons déféré à toutes les convocations qu'il a faites. Bon, maintenant, ce que je dis, c'est que au sein du parti, y compris ceux qui lui ont fait confiance, et y compris ceux qui lui ont pas fait confiance, ce sont les militants. Ce sont les conseillers qui devront fonctionner avec lui. Oui. Est-ce que vous qui êtes dans le cercle fermé de M. Niat, qui était l'unique candidat du parti, est-ce que vous dites aujourd'hui que le parti est lent en termes de réaction? Non, le parti n'est pas lent. On aurait dû tourner la part de l'élection de... Non, le parti fonctionne. Ce que nous disons, c'est que nous avions des adversaires et pas des ennemis. Ce sont des militants, mais nous avons bien aimé cette adversité qui se fait de l'intérieur. Donc ensemble, on va se rasseoir pour voir dans quelle mesure on va essayer de synchroniser notre façon de voir et planifier le développement de Banganté. Parce que c'est pour ça qu'on nous a donné le mandat. Le mandat est celui du développement. Le peuple a besoin des éléments de développement, comme il était en train de citer là tout à l'heure. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin des routes, ils ont besoin. Sauf qu'ils refusent de vous dire que le peuple a aussi besoin, au niveau de la base, à ce niveau-là, d'un nouveau coup d'œil. Maintenant, le peuple a fait confiance à un jeune comme eux, qui peut les comprendre, qui joue effectivement avec eux la carte de la proximité. C'est un homme avec qui ils sont tous les jours, hein, et ils essaient de partager, ils ont partagé leur douleur et tout. Bon, maintenant, il est question qu'ensemble, une fois que le préfet aura fini avec la session de plein droit, qu'ensemble, entre frères, les enfants d'une même maison, qu'on essaie de se dire, bon, maintenant, le nouveau capitaine du bateau, c'est elle, et puis nous sommes en famille. Ensemble, nous devons prendre des décisions, parce que chaque conseiller, quoi qu'on dise, est garant des éléments de développement dans sa localité. Si tu ouvres le front au maire, ça veut dire que le plan de campagne, dans le plan de campagne, ta localité va se trouver un peu menacée. Et puisque tu es élu, tu as un mandat, tu dois aussi répondre au peuple. Qu'est-ce que tu leur diras? Qu'est-ce que tu fais là? Donc, il est question que les gens essaient de comprendre que maintenant, l'âme a changé d'épaule, c'est toujours des militants, même si ce n'est pas ceux pour qui on avait nos préférences, et puis on avance. C'est le même parti, nous n'avons pas de problème structurel dans notre parti, nous avons des problèmes internes qui se gèrent de manière interne. Donc, pour le moment, comme il disait, il y a un seul parti. Nous avons un petit problème entre nous et puis ça va s'arranger. Le petit problème paralyse toute une grande commune comme celle de Banganté. La commune n'est pas paralysée. Je ne sais pas si non, puisqu'on attend le maire. Attendez. En attendant le maire. Non, vous avez dit que vous êtes juriste, effectivement. Il y a la continuité de service. Oui, il y a la continuité de service. Il y a l'intérim qui a commencé depuis le décès du maire. On a constaté le décès. Cela tient en haleine les populations, vous ne pouvez pas le nier sur ce plateau. Tiens en haleine ne paralyse pas, monsieur. C'est normal que les gens soient pressés. Moi-même. Vous voulez la démocratie. Vous voulez que... en même temps, vous voulez quoi? Docteur Foula. La démocratie, c'est l'administration continue. Les salaires sont payés, les décisions sont prises. Les entrées là, vous voyez que quelqu'un pouvait entrer dans la mairie là. Merci Cyril. Pour un service. Merci Cyril. Vous avez vu ce qui se passait. Mais on a des vidéos là. Mais arrêtez ça quand même. Soyez un peu sérieux. Les entrées de cette mairie, vous avez vu comment elles étaient barricadées. À quel moment on va signer les actes de naissance? On va célébrer les mariages. Parce que les populations ont des pancartes et verrouillent l'entrée de la mairie. Comment vous dites qu'elle n'est pas paralysée? Monsieur, écoutez. La session de plein droit, on signe les copies seulement à la session de plein droit. Parce que vous avez vu que ça, c'est une foule de personnes qui sont venues signer les copies. Même après la session de plein droit, les portes de la mairie sont restées fermées. Jusqu'au jour, vous entendez parler. Merci. La mairie fonctionne à l'ancien bâtiment. Ce bâtiment que vous êtes en train de regarder est un bâtiment qui n'est pas encore réceptionné, il n'est pas fonctionnel. Ça veut dire que même pendant 6 minutes était le fait que les adjoints au maire étaient ici, le fonctionnement est paralysé. Vous ne pouvez pas le nier sur ce plateau. Comment? Vous ne pouvez pas le nier sur ce plateau. Dans un bâtiment qui n'est pas fonctionnel, le fonctionnement est paralysé comment? Puisque ceux qui travaillent, ce sont des conseillers. Les conseillers municipaux qui travaillent à la mairie, qui font tous partie. Est-ce que les conseillers municipaux sont des agents de la mairie? Merci, je reviens à vous. Monsieur Foula, non, est-ce que ce n'est pas aussi le problème de décentralisation? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tout le monde est accroché à ce que l'administration va décider pour reprogrammer l'élection. Non, non du tout. Notre décentralisation. Non, on prend assez de temps pour voter un maire. Non, je crois que c'est même à mettre à l'actif d'abord de l'administration et même du RDPC. Moi, je crois qu'il est de bon ton qu'il y ait ce genre de joute à l'interne. Parce que les gens ont toujours cru que le RDPC, c'était la voie unique, c'était pratiquement la troupe militaire, il n'y a pas de débat. Lorsqu'il y a de tels événements qui sont maîtrisés, parce que la situation est sous total contrôle, Banganté est calme, je vous fais confiance. Les populations vaquent tranquillement à leurs activités, et il y a la continuité
deux services, et il y a un maire qui assure l'intérim, je crois que le moment venu, on va désigner de manière démocratique et que c'est une élection indirecte. C'est-à-dire, comme a dit Omoni tout à l'heure, ça ne concerne que 40 personnes. Donc c'est une affaire, comment on peut dire, de cuisine interne. Ils vont s'entendre entre les 40 pour désigner qui est le maire, qui est le premier adjoint. Ça ne fait l'objet d'aucun doute. Donc il ne faut pas non plus dramatiser. Ce genre d'événement est même plutôt salutaire. Mais comme je dis, il faudra qu'on tire quand même les enseignements sur le plan interne et sur le plan disciplinaire. Mais je suis aussi satisfait surtout des populations de Bangaté parce qu'ailleurs, on aurait peut-être eu affaire à des débordements. Je voudrais ici louanger et louer vraiment les populations de Bangaté pour leur attitude responsable, pour leur attitude calme et surtout pour le fait qu'ils attendent, elles attendent sereinement que la session se déroule et elles savent qui sera leur nouveau. Mais d'autant plus qu'ils appartiennent tous à une même équipe. C'est une même équipe, c'est une même famille. Donc que ce soit Eric, ce sera lui. Ou alors quelqu'un d'autre. Il n'y a pas les membres de l'équipe là qui ont marqué contre leur camp. Non, du tout. Je crois que tous sont des élus du RDPC. Et comme l'a encore dit homonyme, et en réalité, c'est 3 élections. La première élection est générale, c'est-à-dire l'élection des conseillers municipaux. Maintenant, il y a l'exécutif et ensuite le maire. Donc ça se passe le plus calmement du monde. Il ne faut pas non plus dramatiser. Il ne faut pas peindre le diable au mur. C'est normal. Comme l'a aussi dit Martial, dans toutes les familles du monde, y compris au Vatican. Vous serez surpris d'entendre des éclats de voix à l'intérieur même du Vatican. Donc il n'y a aucun... Non, c'est parfois si. C'est parfois même synonyme. C'est parfois synonyme même de vitalité. Donc on préfère cela que ce qu'on sait par exemple au SDF ou alors au MSC. Moi personnellement, si vous me demandez de comparer ce qu'on voit à Bangaté à ce qui se passe au SDF maintenant, avec ce qu'on entend et ce qu'on lit, mais ça sort quand même de l'ordinaire. Mais oui, pour des personnalités d'un tel niveau. Oui, on accuse les gens au SDF d'avoir comploté avec votre... Donc moi je crois que la situation est normale. Et puis Bangaté aura... Et d'ailleurs, moi je salue ça parce que ça participe aussi, comment on dit, de la publicité indirecte. Bangaté était reconnu dans le monde entier, mais grâce à ces événements, Bangaté sera encore davantage Bangaté était connue comme l'une des villes les plus pauvres en Afrique. Elle est toujours d'ailleurs en passant. Je ne sais pas quand vous y étiez. Vous étiez pour la dernière fois. Mais voilà. Allez donc aujourd'hui, vous verrez que Bangaté a gagné comme des homonymes et même allé crescendo. Et le fait qu'on aura un maire jeune, un maire dynamique et surtout un maire, un détail important, un maire qui est à l'abri des problèmes. Qui fait dans le social, à travers la fondation Niat. Et puis un maire qui est à l'abri des sous-problèmes, c'est-à-dire un maire qui n'a pas de problèmes. Un maire qui n'a pas faim. Un maire qui ne va pas aller puiser dans les caisses pour mettre le carburant dans sa voiture. Il va plutôt faire il va plutôt se consacrer. Il va plutôt se consacrer exclusivement au développement, au bien-être des populations et à l'avancement de la société. Je crois que il faut arrêter de prêcher par un hibouisme mal de mauvaise aloi. Bangaté se porte bien. Bangaté va se porter mieux le jour de l'élection. Peut-être on va, avec l'aide de la réalisation, on va écouter aussi un militant du RDPC qu'on avait sollicité pour ce programme, mais il est dans son camp natal. Il nous a fait une vidéo qu'on va peut-être regarder. Le professeur Chalman Messanga Niamdié sur cette question avec l'aide de la réalisation et on revient donner la parole à M. Bessala. Bon, alors, la crise à Bangaté concernant l'élection du maire nous amène à mener 2 réflexions. La première est qu'il y a une indiscipline qui s'est d'instituer dans le RDPC. C'est pas normal que le secrétariat général du comité central vienne investir Eric Niat et que les gens vous disent qu'on ne peut pas suivre cette élection. Premier constat, il y a indiscipline notoire et c'est inacceptable. Deuxième constat, j'espère que les sanctions vont tomber. Parce que n'oubliez pas qu'on a des camarades du Mungo qu'on a mis hors du parti exclu. Parce qu'ils n'ont pas appliqué la recommandation du candidat investi par le parti. C'est le parti qui investit. On a vu la même chose dans l'ONCAM. On a vu la même chose partout ailleurs.
Maintenant qu'il s'agit de l'Ouest, nous sommes tous curieux de voir que ceux qui résistent et qui ont empêché l'élection du camarade Éric Niat à la tête de la mairie de Baranté, alors que le parti a opéré son choix, je dis bien. Voilà. Merci pour cette réaction. Vous permettez en quelques secondes avant Martial. Oui. Je veux dire deux choses concernant les propos du camarade Charlemagne Messanga. D'abord, il n'y a pas eu investiture. Vous avez suivi tout à l'heure le déroulé de homonyme. Il y a bel et bien eu une élection en interne. Et la majorité des conseillers municipaux ont démocratiquement porté leur choix sur Éric Niat. Donc, il n'y a pas eu d'investiture. C'est une élection interne d'abord. Maintenant, deux, sur les sanctions. Sur ce point, il a raison. C'est un sanctionné qui parle. Sur ce point, il a entièrement raison. J'attends vivement ces sanctions, je suis d'accord avec lui. Et j'espère que ces sanctions ne vont pas seulement s'arrêter à nos camarades de Baganté. Il faudrait bien qu'on essaie d'éplucher les cas de tous ceux qui brillent au sein du parti au quotidien par des attitudes défiantes. On ne peut pas quand même tenir. Le camarade de Charlemagne est un très haut cas de mon parti. Lorsqu'il brille par l'ostracisme comme ça, parce que lorsqu'il parle de l'Ouest, ça c'est les limites à même des propos dangereux. C'est comme si le parti avait deux genres de fonctionnement. Ailleurs, on procède d'une manière, et à l'Ouest, il y a comment dire, une espèce de tolérance que non. Le RDPC, comme l'a encore si bien dit Martial, est indivisible. Et chacun doit affronter les textes. Les textes, chacun doit affronter, le moment venu, les textes qui sont le statut, les règlements intérieurs. C'est connu de tout le monde. Donc il n'y a pas de militants de l'Ouest, il n'y en a pas de militants de l'Est, ou du Nord-Ouest, ou du Sud-Ouest. Tous sont militants et tous sont sur un même pied d'égalité. C'est ce que je voulais dire. Justement, je voulais attirer votre attention sur un fait, pour embrayer dans ce qu'il disait. Le candidat Éric Niat tient son investiture de la confiance des conseillers. Le comité central n'avait pour seule mission que de protéger la volonté et le choix de ses conseillers. Voilà pourquoi le comité central se bat pour que les décisions qui ont été prises par ses militants, le choix démocratique, soient pris démocratiquement par ses militants. Parce que ce sont ses militants, c'est lui qui a, c'est le comité central, c'est le parti qui a investi ses candidats sous sa bannière. Donc, Éric Niat a été élu démocratiquement par ses conseillers. Et le comité central tient à la candidature d'Éric Niat parce qu'elle a la mission de protéger un résultat démocratique obtenu en interne. Voilà. Ben, vous ne pouvez pas être... Le parti vous a investi candidat. Vous étiez bien joyeux. Le parti s'est battu sur le terrain pour que vous soyez élu conseiller municipal. Vous étiez bien joyeux. Ben aujourd'hui, le parti dit, ben voilà, tes frères ont décidé qu'un autre... Le même parti qui vous a... Tu dis, mais niet, j'ai perdu aux élections, on reprend. On reprendra jusqu'au jour où je gagnerai. Ça veut dire que je perds aujourd'hui, on reprend. Demain, je perds, on reprend. Le jour que je gagne, on valide. Qui est au-dessus du parti? Sûrement pas ceux qui sont en train de faire ces messages. C'est vous qui connaissez ceux qui sont au-dessus du parti. L'homme au-dessus du parti, c'est les textes. C'est nos textes qui régissent et assurent donc le fonctionnement. C'est de ça qu'il s'agit. On demande tout simplement la mise en application des textes. Le comité central n'a pas investi de manière unilatérale ou alors nommément Éric Niat par préférence ou alors parce que son patronyme est célèbre. Non. Le comité central est en train de protéger une décision prise démocratiquement par ses élus. C'était ça la nuance que je voulais lever. Que les gens comprennent que ce n'est pas par faveur. Éric Niat a travaillé un terrain, il a perdu. Il s'appelait Niat, il est allé aux élections, il a perdu. Il est allé, il a perdu. Il a proposé des candidats, on a retoqué. Mais étant républicain, sachant qu'il est militant de ce parti, il s'est aligné. Il dit, je suis les prescriptions du parti. Ben, maintenant que les conseillers lui ont fait confiance, eh ben, les camarades n'ont qu'à lui concéder cette confiance. Et la position du parti et du comité central est une partie tout à fait légitime. Parce que le comité central doit protéger les acquis. D'accord. C'était ça justement le peu d'équivoque que je voulais lever. D'accord. On va sortir du sujet. Parti indiscipliné, dit M. Messanga. Indiscipline interne du parti. Notoire. Je vais saluer d'ailleurs le grand
camarade, le professeur Pascal Massanga Yamding, et je vais, heureusement, les deux prédécesseurs, camarades du parti, ont embrayé, ont déjà eu à insister sur ce point-là. Et je voudrais aussi dire que, réaffirmer à ceux qui nous écoutent que il n'y a pas un RDPC du Mungo, il n'y a pas un RDPC de l'Ouest, il n'y a pas un RDPC du Nord. Le parti ne doit pas choisir un candidat. Il y a débat il n'y a pas personne, aucun candidat n'a été choisi à Banganté par le parti RDPC. Il n'y a pas de conseillers municipaux de Banganté qui sont les membres, qui choisissent les candidats au comité central. C'est quand même aberrant. Le RDPC délègue un mandataire et les chargés de mission qui vont coordonner l'élection à l'interne au niveau local. Et cette élection, quand vous êtes face au mandataire, il demande à tous les conseillers, parce que tout conseiller est potentiel maire au départ. On demande qui veut être présenté par le parti comme le maire de Banganté. Si vous êtes 40, levez le doigt, dites tout ce que vous voulez que maire. On n'interdit à personne. Mais la condition est que, au sortir d'ici, le parti doit parler d'une seule voix en disant que ce candidat que vous aurez choisi librement, c'est lui que le RDPC va présenter devant le représentant de l'État. À partir de ce moment, si vous êtes un homme politique responsable, ce n'est pas à cet instant que vous découvrez un destin de maire ou une ambition de maire. Du tout. On a eu cette ambition bien avant. Quand le représentant du comité central arrive, le mandataire, alors vous êtes déjà avec vos conseillers, vous connaissez qui est avec vous, qui n'est pas avec vous. C'est là que ça se passe. Et les vieux hommes politiques font comme s'ils découvraient ça là. Si un jeune comme moi le fait, on va dire vraiment que ça là doit encore apprendre. Mais vous voyez des messieurs, vous voyez des camarades quand même, il faut le dire, qui ont 60, 50 ans, qui sont allés au 3e, 4e mandature à la mairie, ils savent comment ça se passe. Hier, ça n'a pas posé problème. Aujourd'hui, ça pose problème parce qu'une élite vous dit, alors allez vous présenter. Non, ça devient dangereux. Quel exemple ils nous apprennent à nous géographiens? Voilà pourquoi moi je dis, nous devons apprendre à savoir que aucun militant n'est indispensable au sein du parti, et le professeur Massanga le sait très bien, il peut bien témoigner qu'aucun militant n'est indispensable, et que dans notre parti, lorsque le parti veut démontrer qu'il est fort, parce que le parti doit rester fort malgré tout, et que les textes du parti, quand vous y êtes, vous devez vous y conformer. Si vous n'êtes pas d'accord avec la réglementation ou alors les textes de ce parti, monsieur, vous êtes libre. On a beaucoup de militants anciens qui ont désormais des chapelles politiques. Ça ne cause aucun problème. On va sur le terrain contre eux. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce parti doit rester fort parce que le président Paul Biya, lorsqu'il crée ce parti en 1985, Bamenda, ce monsieur a investi de son temps, de son énergie, de son intelligence, il a tout sacrifié pour que ce parti reste fort et reste un grand parti aujourd'hui. Il est inadmissible que des gens, des simples militants y adhèrent et veulent faire de ce parti nos rangs faibles et eux forts. Non, du tout. Aucun militant n'est fort au-dessus du parti. Le parti reste fort. Et c'est le parti qui est dirigé par le président Paul Biya jusqu'à preuve de concret. Je chute donc en disant que la position du parti donc, officielle est que le parti prendra ses responsabilités parce qu'il y aura un temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour se battre. C'est ça. C'est ce que je donne là. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour se battre. Permettez, ne brouillez pas mon message. Je dis, il y a un temps pour se battre. Et il y a un temps pour se battre. Et il y a un temps pour s'asseoir. Et il y a un temps pour arrêter. Et il y a un temps pour discuter. Et il y a un temps pour avancer. Et si les conseillers Banganté ont choisi M. Niat, c'est lui le candidat de notre parti, et un temps où le parti sera dans l'obligation de restaurer son autorité. Et si certaines personnes peuvent trouver mieux d'aller à déborder, sortir même du parti pour enfreindre aux règles de l'État, alors l'État du Cameroun, le parti demande à l'État du Cameroun à ce moment-là de prendre ses responsabilités, de restaurer l'ordre républicain au niveau de Banganté. Ça, c'est la position du parti. Le RDPC n'est pas un parti va en guerre. Le RDPC n'est pas un parti de la guerre et des batailles inutiles. Le Cameroun doit avancer. Les populations ont des besoins. Le RDPC a promis de donner ses besoins aux populations de Banganté. C'est de ça qu'il s'agit. Sortons du sujet, Cyril. Quelle chance pour Eric Niat si demain il est élu? Est-ce qu'on peut craindre des fractures au niveau de la gestion de la mairie qui peuvent plomber son projet de société
pour mieux développer la commune de Bangouté? Peut-être la prophétie du docteur Nfoula s'accomplira dans les prochaines semaines, selon ce que décidera le juge de l'opportunité de la reprise de la session, qui est le préfet du département du D. Mais, quelle que soit l'issue, que ce soit Madame Nana ou Monsieur Niat qui prendra les rênes de la mairie, nous aurons toujours un conseil municipal divisé. Mais vous verrez, par courtoisie politique, tout le monde viendra dire, bon, tout va bien, on a cuisiné, on a tiré la hache de guerre, on va s'embrasser, on va soulever les mains, on va dire Paul Biaoye, nous sommes tous unis derrière le président national, etc. etc. Ce n'est que le b.a.-ba de la politique. Je crois même que, je ne sais pas si l'académie du RDPC fonctionne encore ou on enseigne. Non, c'est là, non. Mais ils le feront. Ils le feront. C'est-à-dire que nous aurons, dans les médias, nous verrons cela. Mais maintenant, dans la pratique, c'est pas pour maintenant, c'est pas maintenant que nous n'entendrons plus qu'il y aura des crépitements d'âme au sein de, non seulement du parti, mais également de la mairie. On a assisté à des cas comme ça ailleurs, ici même à Yaoundé ou dans une mairie. Vous voyez, même au sein de l'exécutif, laissons même le conseil municipal, au niveau même de l'exécutif, il y a 4 maires, un maire et ses adjoints, mais ce n'est pas l'entente cordiale. Ils se mettent les bâtons dans les roues. C'est-à-dire, à un moment, ça paralyse le fonctionnement de la mairie et ça joue également sur les attentes et les aspirations des populations. Merci. Vous comprenez un peu cela. Donc, parce que là, à un certain moment, il faut que l'autorité du parti s'asseye. On va imposer à ce moment pour dire, bon, voilà, on ne veut plus de ceci, vous vous taisez et vous vous alignez. Les gens vont s'aligner. Les gens vont s'aligner. Mais qu'est-ce qu'on va vivre sur le terrain? Quelle réalité? Vous allez encore voir, parfois, c'est par médias interposés. Je vous en dis d'ici quelques jours. Ça, nous sommes des hommes de médias. Par médias interposés, ça va continuer et vous comprendrez donc que cette guerre n'est pas finie. Parce que il y aura la presse. La presse joue un rôle également très important dans ces batailles-là. Oui, ça peut aussi être un rôle déstabilisateur, non? Mais un rôle déstabilisateur, qui déstabilise? Vous savez qu'on a une presse aux ordres, que nous dénonçons même d'ailleurs. Nous sommes les journalistes dénoncent. Exactement, comme nous. Oui, c'est-à-dire que les personnes ne devraient qui vont entretenir ces combats-là et qui vont servir d'armes de communication à chaque cas. Merci. M. Koutessi, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent aujourd'hui, puisqu'on est sorti du sujet, on va parler de la task force. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que quand votre candidat aura pris le contrôle de la mairie, est-ce qu'il aura cet adoubement de la population? Est-ce qu'il aura l'accompagnement des conseils municipaux et autres, vu ce qui s'est passé avant son élection? Non. Eric n'a pas de problème avec la population. Ça, il faut le dire. Eric Niat est en attente d'adoubement pour se mettre au service de cette population. Il lui a fait confiance. Donc, c'est donc sereinement que son équipe se prépare à prendre les rênes de la nouvelle mairie et se mettre dans le manteau du magistrat de la ville. Vous savez, ça n'a pas toujours été facile pour les grands hommes. L'histoire très récente des États-Unis nous renseigne de ce que Donald Trump n'a pas cédé de bon cœur les rênes du pouvoir à son successeur. Et c'est arrivé, malgré les réticences, malgré tous les... Bon, c'est arrivé, il a cédé le pouvoir. Maintenant, nous nous projetons dans la vision et l'implémentation de la vision du chef de l'État, qui est de rendre la vie plus facile aux populations. Je pense que c'est à ça que nous nous projetons maintenant. Nous avons fait le plus dur, convaincre les conseillers à nous faire confiance. Maintenant, nous pensons qu'il y a encore à faire, beaucoup à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est le développement de nos villes et villages. Il faut repousser la pauvreté dans ses plus grandes limites. C'est ça le projet. Maintenant, les choses que j'entends de gauche à droite, la chasse à l'homme, la guerre aux sorcières, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Justement, comme nous vous disions, nous appartenons à la même famille politique. Et donc, comme vous savez, on se tient
si nous sommes maires, ils sont conseillers, ensemble on a besoin de délibération, ensemble on va planifier le développement, ça va se faire tous ensemble. Je salue ici le bon travail des responsables du parti descendus sur le terrain. Je pense au mandataire du comité central qui se bat comme un beau diable pour que les résolutions du parti soient respectées. Justement pour le parti, je pense au coordonnateur départemental des activités du RDPC dans le D, le ministre Claude Tchatat, qui, lui, ne cesse de faire ce qu'il faut faire pour que les idéaux du parti prédominent dans l'environnement. Je pense aussi au président par intérim de la section RDPC, M. Ngox Richard, qui essaie autant que faire se peut de réunir tous autour de lui toutes ses ouailles pour qu'ensemble le parti parle de la même voix. Et donc, pour tous ceux qui se font des efforts pour que le RDPC et la ville de Barante soient celles qui est dans notre viseur de développement, nous ne pouvons que leur adresser notre reconnaissance et notre déférence. Maintenant, nous sommes sereins. C'est au parti de voir comment maîtriser ses acquis et à l'administration une pensée pour le préfet. Je sais que ça ne va pas être facile pour lui de faire face à de telles situations. Donc, bon, voilà, on essaye. Vous savez, une bataille politique n'est jamais une bataille facile. Donc, je n'aimerais pas être à la place de beaucoup de personnes, surtout de beaucoup de ceux qui n'ont pas vu le vent tourner en leur faveur. Parce que ça n'a jamais été facile. Bon, c'est aussi ça, c'est un jeu. Quand on va dans l'arène, soit on gagne, soit on perd. On a souvent eu l'habitude de gagner, pour une fois qu'on a perdu, on fait avec. Et puis, on arrête de dessiner le monde. C'est tout ce que je pouvais dire. Monsieur Niat, il est en attente de la validation de sa mandature. Et puis, bon, c'est tranquille qu'il attend. Non, nous sommes sereins. Totalement serein. Bon, merci beaucoup, M. Foula. Vous avez pris beaucoup de notes. Oui, je suis serein comme Obi. Je sais que le choix du peuple, c'est le choix de M. Eric Niat. Donc, pour moi, ça ne fait l'objet de aucun doute. D'accord. M. Niat sera triomphalement élu comme nouveau maire. Vous serez à Bagate ce jour-là, et adresser un bouquet de fleurs. Oh là là. Vous savez que ça, mais ça paraît peut-être. Nous rions. Oui, vous mais savez, bon, parlons de les combats au Cameroun. À un moment, on a déporté un petit peu dans la politique ce genre de combat qu'on avait du côté de l'Afrique, où tous les textes étaient clairs, extrêmement clairs. Je dis extrêmement clairs. Et je vous avais dit, j'avais été surpris des textes que le professeur Wona l'époque m'avait enseigné pendant près de 3 à 4 ans, qui, on arrive subitement, il a parlé de quelque chose là, mais le docteur Foula, à l'entame de cette émission, il disait que pourquoi ne pas faire ailleurs, ou quand il y a vacances, empêchement, décès ou quoi que ce soit similaire du président ou du maire, logiquement, on confie les rênes au premier adjoint ou au premier vice-président. Vous comprenez un peu? Merci beaucoup. Non, on va prendre la transition. Ce texte avait été également clair comme ça du côté de l'Afrique, et ça fait presque 10 ans. De la task si c'était une affaire de glissement, croyez-moi, en 5 ans, nous aurons 10 maires dans une commune. Hein. Pourquoi? Si le poste est garanti au premier adjoint, mais je ne paye pas cher la peau du maire. C'est ça. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les conflits de leadership et les guerres entre des personnes. On va prendre la transition pour continuer à parler de la gestion des fonds Covid-19. Certainement, Eric, M. Jules Kountessi qui était là justement pour parler du sujet qui le concerne va se retirer pour d'autres responsabilités. Et on va rester avec 3 de nos invités pour continuer à parler de la gestion des fonds Covid-19, de la task force et bien sûr des marchés, de gré à gré. À tout de suite.
sommes de retour. Le combat contre la pandémie Covid-19 se poursuit et bien sûr, ces derniers temps, on a constaté la création de la task force logée au Palais de l'Unité et dirigée par le ministre secrétaire général de la Présidence de la République. Ces derniers temps, on a vu à travers les réseaux sociaux beaucoup de marchés confiés à certaines personnes, de gré à gré, beaucoup de questions autour de la gestion des fonds. Monsieur Foula, je commence par vous. Quand on est dans un pays où on craint déjà trop de taux de corruption, de surfacturation des marchés, de favoritisme, de népotisme, comment comprendre qu'on est encore arrivé, après ce qu'on a constaté dans la CAN 2019, qu'il y avait trop de surfacturation et de marchés passés de gré à gré, comment comprendre que même dans cette affaire de Covid-19, on a recommencé avec les mêmes principes dans ce pays? Christian, je veux dire un ensemble de choses. Hein. D'abord, je comprends la nécessité, voire même l'obligation des services publics, après ces scandales qu'on a observés, on aurait pu les éviter, concernant justement la gestion, pas seulement des fonds, la gestion même du Covid, dans son entièreté, de mettre sur pied quand même des instances de supervision pour voir un peu plus clair et pour harmoniser le travail. Parce que parmi les principaux griefs, il y avait cette absence, de mon humble point de vue, cette absence de travail en synergie. De mon humble point de vue. La solidarité gouvernementale. Oui, vous avez suivi un ministre qui dit quelque chose le matin, l'autre vient dire le contraire à midi, un autre qui vient démentir les autres dans la soirée. Parfois, dans une même institution, vous avez le point de vue du ministre et son même secrétaire général qui vient dire exactement le contraire. Donc, ça a donné lieu à un certain moment qu'il y avait quand même une certaine absence de coordination. Heureusement, le président de la République a pris les mesures qu'il fallait, en rappelant tout le monde dans l'ordre, aidé en cela par son premier ministre, Chief Dr Joseph Diongouté. Donc, la nécessité, elle est présente. Seulement, voilà, je ne parle plus en tant que RDP6, Martial est là, d'ailleurs il est très brillant. Je parle maintenant beaucoup plus en tant qu'homme de science. Moi, je suis un peu gêné. D'abord, de par la mentalité même qu'il amène, je suis bantou, je sais que sur ce plateau, il y en a d'autres. Christian, lorsqu'il y a, nos mamans ont l'habitude de nous dire que lorsqu'il y a 3 cuisiniers, même s'ils sont les meilleurs de la planète, quand vous avez pour une même sauce 3 cuisiniers, ça pose déjà problème. C'est comme si dans un même véhicule, vous avez 2 chauffeurs. Il y a l'un qui va accélérer et l'autre qui va freiner. C'est à cela que renvoie la création de cette task force. Parce que c'est une superposition. Il y a une administration qui existe et on crée encore une autre. C'est en cela, c'est le premier problème que j'évoque. Le deuxième problème, c'est les précédents. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit renaître des centres, cette task force. On a vu les exploits d'une présidente de task force en ce qui concerne la CAN 2019 avec les résultats qu'on a eus, où il y a eu 3 sorties du chef de l'État qui malheureusement ont été démenties par justement les génies de cette task force. Oui. Et il y a aussi le stade de Lembe. On n'en parle pas assez, le stade de Lembe. Le stade de Lembe est en train de battre tous les records du monde. Voilà un stade qui aura mis 11 ans. Parce que Olembe ne date pas. C'était 2009. Olembe ne date pas du projet de la CAN. Bien sûr. Olembe date du projet du PENDIS de 2008. Le programme national de développement, c'est-à-dire avec Augustin Thierry Odjoa. Exactement. Et autre spécifique, Olembe a le nom du chef de l'État. Ça sort quand même de l'ordinaire. Maintenant, on reconduit les mêmes gens, c'est-à-dire ceux qui ont créé des problèmes à la CAN et ceux qui créent des problèmes à Olembe, c'est les mêmes qu'on reconduit encore pour le Covid. Je ne veux pas dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais chez nous, Christian, de manière triviale, on dit que lorsque le serpent vous a mordu, vous avez même peur, même baisser un peu 1000 pattes. Maintenant, il y a même le fonctionnement interne même de ces fameuses task force. Et il y a ces complis de compétences. Et il y a le cumul. Il y a l'un des membres, me dit-on, qui a 9 postes. Il vient encore de recevoir un autre. On vient encore de le nommer au conseil d'administration de la Sonamine. Oui. Une seule personne, 9 postes. Ouais. Ça, même si cette personne est brillante, même si elle est la plus compétente du Cameroun, mais ça pose un autre problème. Même sur le plan juridique, Marcel va peut-être en dire un mot. Et maintenant, il y a ce problème de gré à gré. Les gré à gré pour certains téléspectateurs et internautes, c'est ces marchés où on n'est pas obligé de passer par des appels d'offres. La loi les plafonne
à 4 900 000. C'est pour ça qu'on les appelle les 4-9. Mais ici chez nous, vous avez des gré à gré des milliards. Des 5 milliards. Et la totale, c'est que la personne qui donne le marché est le payeur. C'est-à-dire, il n'y a même pas cette notion de vérification, cette notion de contrôle. C'est-à-dire, une personne donne le marché, l'autre paye. Ça nous permet au moins de venir vérifier l'effectivité, les réalités sur le terrain. Ça signifie que si je veux donner le marché à mon ami, puisque c'est moi-même qui paye encore, mais il est libre de faire ou de ne pas faire. Maintenant, il y a aussi cette violation quand même des dispositions. Martial est là. Est-ce qu'on peut passer de gré à gré à plus de 5 millions? Et il y a aussi une autre incongruité, c'est que nous a-t-on expliqué, certains membres de cette brillante task force, qui ne réussit rien décidément, font traîner les travaux et ils attendent la veille des échéances pour tripler ou quadrupler. C'est pour ça qu'on assiste à des trifacturations, des quadrifacturations et autres. C'est-à-dire on traîne. À la dernière minute, on vient dire aux autorités que non, maintenant on est coincé. Il faut donner 10 milliards pour que ça aille très vite, pour qu'on fasse. Voilà. Maintenant même, il y a le respect de la Constitution. Vous savez, moi j'ai coutume de dire, je n'ai pas l'épaisseur juridique de Martial, mais moi j'ai dit que la démocratie c'est le respect de la Constitution et des lois. Parce que là où il n'y a pas de respect des constitutions, des lois, des textes, il n'y a pas de démocratie. Mais est-ce que la Constitution camerounaise prévoit même la mise en place de task force? Et il faut d'abord qu'on s'interroge. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais est-ce que c'est prévu par la Constitution? Si ce n'est pas donc prévu par la Constitution, ça pose un problème de constitutionnalité. Je terminerai par la notion de compte rendu. De manière triviale, lorsque vous donnez une tâche à quelqu'un, il doit quand même avoir l'obligation de venir vous rendre compte. Mais lorsque les membres de cette task force, qui se comportent comme, sûrement le terme, ils se comportent comme des califes, à la place du calife, et c'est eux-mêmes qui ont, c'est eux qui donnent les cahiers de charges, entre guillemets, c'est eux qui attribuent les missions sur le terrain, et c'est eux-mêmes encore qui évaluent, attribuent, et le paradoxe, c'est eux-mêmes qui payent. Alors, qui rend compte à qui? C'est la question que je me pose. Et puis, je sors en disant que parfois, il faut faire confiance aux institutionnels. Les ministres au Cameroun ont 2 patrons. Je peux me tromper. Peut-être que Martial va me rectifier. 2 patrons. Le premier patron, c'est celui qui a en droit ce qu'on appelle la légitimité, la légalité. Il a été élu par les populations. Et il a délégué une partie de l'attribution à un de ses collaborateurs qui est le premier ministre chef de gouvernement. Le premier ministre chef de gouvernement, qui est le patron des ministres. Mais lorsqu'on a quelqu'un qui n'est ni le président de la République, ni le premier ministre, et cette personne qui donne les instructions, qui donne les corps, les ordres et les contre-ordres, y compris au ministre, vous conviendrez avec moi que même si ça se passe dans le meilleur du monde, même si ça se passe dans la meilleure des façons, ça pose quand même un problème. Qui est au fond, qui est maintenant juste le patron des ministres? Les ministres ont même combien de patrons? Voilà, tant de questions. La question que je me pose. Moi, c'est un peu ça là. Pourquoi on va au gré à gré dans cette affaire? C'est peut-être parce que la gestion de Covid est urgente. Je vais répondre directement à votre question avant de réagir. Je vais dire que la loi de juillet 2018 sur le portant code des marchés publics donne véritablement, il y a 3 types de marchés. Vous avez les marchés, bon, pas les types de marchés, les procédures d'attribution de marché. Il y a 3 possibilités. Vous avez le gré à gré, vous avez les appels d'offres ou appels à concurrence, et vous avez le 3e type ou la 3e modalité qu'on appelle les marchés spéciaux. Et les marchés spéciaux sont soit dans une situation d'urgence comme dans celle que nous sommes, ou alors dans des services spécialisés comme la défense, la sécurité nationale. Et voilà, c'est ça qu'on appelle les marchés spéciaux. Et seul le président de la République, si cette loi a cette prérogative, soit d'exercer, de donner l'autorisation pour l'attribution de ce type de marché, ou de déléguer à une autorité administrative de prendre ou de contacter dans ce type de marché. Pour le cas d'espèce, quand on l'a dit, on va donc dire que dans les marchés spéciaux, violent donc
bien évidemment la procédure normale d'attribution des marchés. Ça veut dire qu'on peut avoir dans des marchés spéciaux qui dépassent 5 millions, qui vont même au milliard. Là, c'est possible. Sur le plan légal, il n'y a pas de problème. Parce que le président a pris un texte en 2020 qui donnait donc l'autorisation au ministre de la Santé publique de contracter ce genre de marché. Et aujourd'hui, on parle des task force. Maintenant, la task force, monsieur Christian, c'est que le président de la République, bon, le docteur Foula évoquait la Constitution, le président de la République qui a la prérogative de créer, d'organiser les services publics de l'État. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Il veille même, par son arbitrage, le cas échéant, à la régularité, au fonctionnement régulier des institutions. Ça veut dire que le président de la République peut juger à une situation précise. On a parlé d'urgence. Ailleurs, on a décrété l'état d'urgence sanitaire, on a décrété les états d'exception et autres pour lutter contre la pandémie. Le président, selon l'article 9 de la Constitution, est dans ses prérogatives en matière d'urgence. Là, nous sommes dans l'urgence sanitaire. C'est vrai, il n'a pas décrété officiellement, mais les prérogatives lui reviennent. C'est à lui que revient cela. Et comme, pour citer un président français qui disait que le virus est notre ennemi commun, bien qu'invisible, alors nous tous nous devons le combattre. Si c'est donc un ennemi commun, aujourd'hui, dans les soldats de la santé publique qui doivent combattre cet ennemi commun, le commandant en chef, c'est le président de la République. Il devient le commandant en chef, comme il est le commandant en chef quand il s'agit de l'armée. Ça veut dire qu'il assume tout ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'il est le coordonnateur, le principal combattant, le général en chef de cette riposte contre la pandémie à coronavirus. En première année 2020 évaluée, il s'est certainement rendu compte que les prérogatives déléguées au colonel ou au commandant et pour prêter un peu le langage militaire n'ont pas toujours servi. Les chefs de bataillon ne l'ont pas satisfait certainement. Ils décident donc de reprendre ces pouvoirs, les exercer directement avec une taxe. Ils créent donc ce qu'on appelle une taxe force. C'est un langage militaire aussi. La taxe force, c'est dans l'armée qu'on parle de taxe force. Et là-dedans, dans l'armée, quand on parle de taxe force, ça veut dire qu'on prend les éléments de plusieurs unités, on les rassemble ensemble, autant pour moi, pour lutter efficacement. Donc, il a donc rassemblé différentes administrations représentées, mais le commandant en chef, c'est lui. Donc c'est opportun, nous sommes donc satisfaits parce que nous autres, beaucoup ont dit que le président avait abandonné les populations camerounaises et qu'il était où. Aujourd'hui, le président vous répond en disant, c'est moi qui pilote, je suis le commandant en chef de la riposte. Il est d'accord avec tout ce qui se passe? Oh, je ne sais pas, vous dites d'accord ou pas, je ne sais pas ce que vous voulez chercher à savoir avec cette question. Tout ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, la task force est donc, je peux dire, la matérialisation d'un président de la République qui décide d'assurer ses prérogatives pleinement, directement, et qui décide de contrôler, de veiller, de ramener auprès de lui toutes les actions qui seront menées pour lutter efficacement. Parce que vous avez des éléments. Vous avez vu sur le plan même l'année dernière, les marchés qui ont été passés par telle administration. On a distribué de l'argent, on a donné de l'argent aux administrations pour lutter efficacement, chacun dans son secteur. À la fin, quand on demande de rendre compte, vous avez vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Et je sors en disant que le secrétaire général à la présidence de la République, je ne sais pas ce que vous lui reprochez. Il fait le travail qui lui a été confié par le président. C'est le principal collaborateur du président. Il répercute et à chaque correspondant, vous voyez bien. Les instructions du président. Vous voyez bien à chaque correspondant comment il dit. Bien vouloir vous répercuter les hautes instructions. Le ministre de la Justice lui a dit que remets-moi les éléments, je vais ouvrir les enquêtes. Non, les hautes instructions du président de la République, chef de l'État. Maintenant, le ministre de la Justice lui demande de lui donner les éléments. Justement, les éléments précisément concernés le rapport d'audit qui avait été donné par la Chambre des comptes. Et vous savez bien que ce rapport est agressé à qui le droit. Bien sûr. Voilà. Et c'est normal que le ministre de la Justice lui demande que veuillez donc demander au président de la République s'il peut me faire parvenir les éléments ou de ce rapport-là, parce que c'est à lui qui est agressé, c'est lui qui reçoit ce rapport et c'est lui qui, sur le plan juridique, interprète ce rapport parce qu'il a la décision administrative, la décision politique, l'opportunité, les agissements en temps d'urgence et c'est lui qui répond bien évidemment devant le de la peuple gestion qu'il a élu
majoritairement à plus de 71%, et qui aujourd'hui exerce pleinement ses missions de manière constitutionnelle, politique et juridique, et qui répond même devant les institutions internationales, parce que vous savez que cet argent a d'autres ramifications. Donc, laissez le secrétaire général du président travailler. Non, je ne parle pas. L'émission, c'est le kiosque. L'émission, c'est le kiosque. Ça veut dire que je peux faire aussi un tour en kiosque avant de venir. Voilà pourquoi il dit, j'étais donc dans un kiosque hier, vendredi. Vendredi, j'étais en kiosque. Voilà, j'étais donc en kiosque vendredi hier. En passant, j'ai pris le temps de lire les journaux de la semaine. Et j'ai constaté que, curieusement, ce fils de la nation, le secrétaire général, le président de la République, le ministre d'État, fait l'objet d'une cabale simplement parce qu'il exerce pleinement les missions qui lui sont attribuées par le président de la République. C'est le collaborateur du président. Et curieusement, tous ces articles ne tirent pas sur le président, mais tirent sur le ministre d'État. Alors, si vous tirez sur le ministre d'État qui vient vous dire que le chef a dit ceci, alors vous vous attaquez au président. Laissez le président et ses collaborateurs travailler pour le bien de la nation, lutter efficacement contre la pandémie. Cyril Massimfa, je vois dans cette note adressée au ministre de la Santé publique, qu'on a retrouvée sur les réseaux sociaux, c'était le 20 avril 2021, je vois une entreprise seule qui s'appelle, c'est bien cela, qui s'appelle Medical Plus. C'est une entreprise chanceuse. Hein. Les 2 premiers marchés adressés à cette entreprise, 500 000 tests rapides à 2 milliards 500 millions de francs CFA et 35 000 tests PCR à 420 millions de francs CFA. Il y a beaucoup d'argent dans ce pays pour certains. Hein. Vous comprenez l'affaire là? Le président a fait beaucoup de dons pour les tests Covid dans ce pays, non? Je crois que arrêtez-vous un peu à ce niveau, sinon vous risquez de me... Non, il y a beaucoup de marchés là que j'ai lu là. -là. C'est beaucoup de milliards. Vous risquez de me traumatiser. Oui, et M. Bessala a dit c'est l'argent du peuple. Parce que là, vous venez un peu me gâcher le petit sourire que je retrouvais déjà du fait de voir le docteur Foula qui s'est un petit peu déshabillé de son manteau d'homme politique pour revêtir son manteau d'homme de science. Et je l'ai trouvé très pertinent tout à l'heure dans la science. Donc, il y a de quoi me faire retrouver un peu du sourire parce qu'il était très pertinent. J'ai vu les milliards sur un papier là, c'est pour ça que je vous pose des questions. J'ai beaucoup aimé son déroulé. Pourquoi? Parce que là, sont un petit peu plus sérieux. Il a dit quelque chose, on ne peut pas ordonner et être à la comptabilité. C'est un principe cher dans la gestion de finances au Cameroun. Parce que le régime financier de l'État du Cameroun de 2007 est clair. Il y a un principe budgétaire à l'intérieur qu'on appelle le principe de la séparation et du comptable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en amont ordonnateur et en aval décaisser encore comme comptable. Donc c'est ce que on a l'impression que c'est ce qu'on voit dans la task force aujourd'hui en matière de gestion de ces finances-là. Écoutez, je termine. Parce que dans cette task force-là, on a associé certaines personnes et certaines administrations. Il a écrit dans la task force que c'est lui l'ordonnateur de dépenses, le SGPL. Voilà. Bon, maintenant, il y a déjà ça. C'est pas propre à la task force-là, mais on retrouve ça beaucoup plus même dans notre administration publique en général. Là, il demande au ministre de la Santé de confier le marché puisque c'est lui l'ordonnateur. Il est l'ordonnateur. Oui. Et il est sur, il répercute, ce sont des répercussions sur haute instruction. Ici, le problème, cette expression haute instruction a créé un climat de doute et d'incertitude. Parce que ailleurs, même les hautes instructions sont quand même encadrées. Ici, vous n'avez pas suffisamment... C'est lui qui est avec le président, non, nous ne sommes pas avec le président. Les hautes instructions qu'il reçoit du président de la République, c'est constitutionnel. Personne ne peut le nier. C'est légal. C'est-à-dire, il reçoit... M. Bessala a cité un petit peu toutes ces dispositions légales là. Sauf que ici, là, regardez donc ce qui se passe. Dans la lettre du ministre de la Justice, ministre d'État comme lui, garde des Sceaux, qui lui dit que bien vouloir me faire parvenir le rapport de la Chambre des comptes. C'est extrêmement grave. Comment ça que, écoutez bien. Lui veut les affaires là pour ouvrir les enquêtes. Comment jusqu'à ce niveau, le rapport de la Chambre des comptes est parvenu à la présidence de la République, mais n'est pas parvenu à celui qui est même le patron du parquet, qui est le garde des Sceaux. Je pose une question.
Suivez-moi très bien. Peut-être qu'il y aura les gens pour nous répondre. Est-ce qu'il faut nous dire que, est-ce que dans la lettre du garde des Sceaux, en réponse au secrétaire général du président de la République, le garde des Sceaux n'avait pas reçu le rapport de la Chambre des comptes? Mais, quoi que l'on dise, d'après la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, l'exécutif et le pouvoir législatif, il y a quand même que le ministère de la Justice est, entre guillemets, la tutelle des juridictions au Cameroun. Vous comprenez un peu? Ne confondez pas la Chambre des comptes à une institution comme le Conseil constitutionnel, qui est indépendant. Écoutez bien, je veux comprendre comment est-ce que le rapport de la Chambre des comptes n'a pas été déposé, puisque le SGP a dit que d'après le rapport de la Chambre des comptes. Mais vous savez... Est-ce que ce rapport, un exemple, n'a pas été déposé? Vous êtes d'accord avec moi demande encore. Vous êtes d'accord avec moi? Il veut lire ce rapport. Il y a problème. Vous êtes d'accord avec moi que le premier destinataire du rapport de la Chambre des comptes, c'est le président, non? Il n'est pas le ministre. C'est normal. C'est le président qui doit transmettre au ministre. C'est le président de la République. C'est justement pour cela que le ministre dit, s'il te plaît, dis au président de m'envoyer le rapport. Et vous voyez que ça fait jaser parce qu'on dit que personne n'est prêt à envoyer ce rapport de l'autre côté. Ah, comment ça? Il y a problème. Maintenant, au niveau de, je ne sais pas si c'est la prééminence ou quoi, on ne sait pas ce qui se passe trop chez nous. Le docteur Mfoula a brossé ce point-là. C'est au niveau de le respect de la hiérarchie dans l'administration publique. Merci beaucoup. On est parti dans 10 minutes. Puisque le président de la République est le patron de l'administration au Cameroun. C'est lui qui crée et organise les services publics de l'État, il nomme aux emplois civils, etc. Oui. Il arrive donc, il est le président de la République, lui qui nomme le premier ministre, chef du gouvernement, qui est également le patron des ministres. Mais maintenant, il se trouve que ces ministres-là, notamment ceux qui sont beaucoup plus concernés dans la gestion de la pandémie Covid-19, soient appelés à rendre davantage des comptes à d'autres personnalités autres que, pas forcément le président de la République, mais autres que le premier ministre chef du gouvernement. C'est une aberration. C'est une aberration. Non. Et je poursuis en disant que ailleurs, vraiment, quand vous avez le président de la République, même si c'est dans un régime parlementaire où c'est un président honorifique ou un roi ou une reine, vous avez directement le premier ministre. Oui. C'est pas pour cela qu'à un certain moment dans ce pays, on a renforcé la position des directeurs de cabinet civil et des secrétaires généraux du président en disant ministre directeur du cabinet civil, ministre secrétaire général du président de la République. Parce qu'en réalité, si vous voulez les classer, si vous dites dans votre gouvernement, ils sont derniers. Même si ce sont des personnes très proches, des personnes même parfois qui sont familiarisées au président de la République, ils n'ont pas un pouvoir politique et administratif. C'est-à-dire ils ne sont pas comptables comme un ministre peut rendre compte à un certain moment. Vous comprenez un peu? Donc il faut retenir ça. Mais au Cameroun, c'est le contraire. On a l'impression que tout le monde, même ces ministres qui sont là, que vous soyez même ministre des Finances, quoi que ce soit, on a l'impression que c'est un rêve d'être soit directeur du cabinet civil, soit secrétaire général du président de la République. Pourtant, ailleurs, ils ne sont même pas listés dans le gouvernement, ou alors ils sont à la queue. C'est quelque chose de très grave qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'à ce moment, on vous dit que les pouvoirs du ministre là sont très encadrés. Mais celui qui reçoit les hautes instructions, il peut manipuler les instructions à sa guise. Vous n'entrez pas dans son intimité avec le président de la République. Sauf que le président encore là, comment il va pour jeter un doute si c'est réel ou pas. Et il y a donc ce problème-là. D'accord. Oui, Monsieur Mfoula, oui, est-ce que cette affaire peut voler en éclats puisque c'est le premier ministre du gouvernement qui gérait cette affaire au nom du président? Vous savez que chaque jeudi, il présidait le comité interministériel chargé de la riposte contre Covid-19 et on a créé la task force, on est allé loger au palais, on n'a plus donné de rôle au premier ministre dans cette affaire et ça va voler aux éclats finalement. Non, je crois qu'on est parti là avec des clashs comme il y en a toujours eu. J'ai admiré tout à l'heure le déroulé de Martial et qui nous a d'ailleurs appris beaucoup sur la possibilité des marchés et puis aussi les mécanismes juridiques. Oui. Mais moi, je vais être terre à terre, à la fois pour nos téléspectateurs et nos internautes. Oui. Je commence par l'histoire. Le président de la République lui-même, son excellence, M. Paul Biya, par le passé, a occupé avec brio les fonctions du directeur du cabinet civil, secrétaire général de la présidence de la République, et à un moment, il a cumulé les deux. Il était à la fois le secrétaire général de la présidence de la République et le directeur du cabinet civil. Et tenez-vous tranquille, tenez-vous tranquille. Le Camerounais lambda n'était même pas au courant de cela. Ça signifie
moi, je raisonne maintenant en homme politique. Bon, à qui la faute toujours? Non, ils sont très puissants. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous savez, en homme politique, le collaborateur est toujours quelqu'un de l'ombre. Je ne dis pas qu'on ne doit pas voir le collaborateur. Mais les collaborateurs les plus brillants, les plus efficaces, ce n'est pas tout ce qu'on voit à la télé chaque jour. Ils sont conseillés. Ils sont dans l'ombre, c'est-à-dire, ils sont la dernière passe. Ils ont un rôle plus technique. Voilà, il fait la dernière passe au président. Oui. Alors, lorsque vous faites déjà ombrage au président, que ce soit pour le meilleur ou malheureusement pour le pire, en politique, ça pose déjà un problème. Parce qu'on commence à se demander que, mais, il y a combien de chefs finalement à la présidence? Or, nous savons. Et c'est la notoriété publique et c'est le président de la République. C'est lui qui décide. Mais maintenant, au rythme des sorties épistolaires, au rythme de l'actualité, on a plutôt l'impression qu'il y a déjà d'autres, soit présidents ou d'autres petits présidents. Et il y a aussi deux précédents. Il y a décidément le chef de l'État a eu deux collaborateurs. Je ne veux pas les nommer, mais vous allez très vite savoir de qui ils étaient. Il y avait un qui était secrétaire général et l'autre qui était directeur du cabinet civil. Les deux se présentaient au quartier. Un disait qu'il était le vrai président, tenez-vous tranquille, et l'autre disait qu'il est le président technique. C'est-à-dire, pas ceux qui sont là maintenant, ceux qui les ont précédés. Et il racontait au quartier que c'est nous, c'est nous. C'était lui que vous voyez, mais c'est nous. Ouais, ça pose déjà un autre point sur le plan politique et la crédibilité. Sur le plan de la lisibilité, sur le plan de la crédibilité. Un collaborateur doit faire la passe au vrai patron. On doit moins le voir, mais on doit davantage voir le patron que tout le monde connaît. Celui qui a la légalité, la légitimité. Maintenant, je termine par deux aspects. Il y a la mercuriat des prix, auquel vous avez fait allusion. C'est big et c'est connu, coûte 100 francs. Mais lorsque vous consultez, encore que ce n'est pas facile, la mercuriat des prix de ces messieurs, vous voyez que ce big coûte 100 francs est facturé à 10 000 ou à 20 000. Ils disent que c'est le marché. Il n'y a pas de lisibilité. Il n'y a pas de visibilité. Ça dit, c'est pratiquement de l'informel. De l'informel formalisé. Maintenant, il y a un dernier scandale. C'est pour ça que moi je souris souvent quand certaines personnes se bombent là. Il y a le scandale des infrastructures sportives de la CAN. Bien sûr. Personne n'a été On n'avait même pas encore fini. On avait déjà fini le stade et le terrain d'entraînement. Le stade militaire était prêt. Celui de Douala, Mbappé-Lépé et de Douala était prêt. Et même celui de Limbé. On n'avait même pas encore payé les premières factures des premiers entrepreneurs. On ne sait pas qui a donné l'instruction. On y passait l'instruction et bien la présidence de la publique. Vous voyez donc que la roue tourne. On allait installer des centres d'accueil du Covid à des stades qui étaient déjà prêts. Oui, comme au stade militaire ici à Yaoundé. À Douala. Et même à Limbé. Des stades qui étaient là prêts et on n'a même pas payé les premières factures. On a donc créé artificiellement des centres d'accueil. Jean-Michel Nietzsche qui a dénoncé des centres d'accueil. Les centres étaient vides. Qui n'ont même accueilli personne, mais qui ont détérioré ces infrastructures sportives. Bien sûr. Qui a donné l'ordre au niveau de la présidence. Et maintenant, on est obligé. Non, c'est pas président. Et maintenant, on est obligé, tenez-vous tranquille, de refaire ces mêmes stades pour une deuxième fois. Pas seulement le gazon, parce qu'il y a même eu la toiture. Et il y a même eu des commodités. Ça veut dire qu'on a conçu les stades militaires, on va construire le stade militaire deux fois. On va construire le stade Mbappé-Lépé deux fois. On va construire le stade de Limbé deux fois. Et ce n'est pas tout. Parce que quelqu'un a donné un ordre. Et cette personne, ce n'est pas le président de la République. Nous, on n'a pas de problème avec les individus. Je n'en sais rien. Ouais. On n'a pas de problème avec les individus. Moi, ils ont eu la très haute confiance du président de la République. Peut-être qu'ils font bien. Mais moi, je suis convaincu pour ma part qu'un bon collaborateur, un excellent collaborateur, ce n'est pas quelqu'un qui est exubérant. Ce n'est pas quelqu'un qui est vaniteux. Ce n'est pas quelqu'un qui a une boulimie. Ce n'est pas quelqu'un qui veut démontrer absolument que c'est lui le patron. C'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, mais qui travaille. Et les effets sont visibles sur le terrain. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci. Marcia Bessala. Oui. Non, je vais dernière prise de parole. Je vais vous poser la même question. Oui. Est-ce qu'il y aura forcément peut-être conflit de leadership et autres fautes de gestion et autres actes de corruption comme on a connu
dans plusieurs marchés, dans plusieurs gestions de crise dans ce pays. Bon, s'il y avait risque de conflit de gestion, d'intérêt, de combat, c'est terminé, puisque le président de la République lui-même a pris sur lui de gérer directement cette task force-là et directement cette histoire. Comment vous le savez, monsieur Bessala? Mais, monsieur, ces instructions c'est vous qui êtes les furies des correspondances privées qui se retrouvent, internes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Vous nous avez dévancé là. Non, vous êtes les furies de ces correspondances. C'est vous qui nous permettez de les avoir certainement dans les réseaux sociaux pour démontrer qu'il y a un collaborateur qui veut se faire voir. Mais son intention n'est pas de les balancer dans les réseaux sociaux. Ceux qui le font, certainement atteignent leur objectif, puisque sur ce plateau, on finit par conclure qu'il est exubérant, il veut prendre la place du roi, ou alors il est plus roi que le roi lui-même. Non! Le ministre secrétaire d'État à la présidence, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, proche collaborateur du président de la République, agit au nom du président. Pour ceux qui savent, c'est un monsieur personnellement qui est discret, c'est un monsieur qui est simple, c'est un monsieur qui ne fait que ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire confiné à sa tâche. Vous comprenez? Maintenant, s'il y a dans des batailles, autres batailles, et qui, dans ces batailles-là, on veut faire passer dans les réseaux sociaux les correspondants qui l'agressent au ministre ou alors à certaines administrations sur haute instruction du président de la République, alors ceux-là sont responsables de ce qu'ils font. Pour nous autres qui savons que c'est un monsieur qui est discret et qui est très concentré à faire sa tâche, et rien que sa tâche, alors nous savons que au début de cette pandémie, toutes les nations du monde entier ont pris les dispositions. Tout le monde a même paniqué à un certain moment. Si au Cameroun, on a construit des centres spéciaux qui n'ont pas reçu de malades, ailleurs, on en a besoin en ce moment. Parce qu'en Inde, actuellement, s'il y avait ces centres spéciaux là-bas, alors l'Inde serait très contente. L'Inde sera un pays aujourd'hui très à l'aise, les Indiens. Vous avez vu en Italie où il n'y avait même plus moyen, il n'y avait plus là où parquaient les malades. Vous voyez? Alors au Cameroun, on a dévancé, on a pris de l'avance sur haute instruction du président. On a installé des centres. Heureusement, nous devons nous réjouir. Monsieur Christian, nous devons nous réjouir que ces centres-là n'ont pas été habillés. Je ne sais pas si monsieur Foula voulait que ces centres soient occupés par des malades. Nous ne voulons pas. Voilà, permettez, monsieur. Docteur Foula. Si on a construit des tentes et que ces tentes n'ont pas abrité des malades, alors nous devons être fiers que ces tentes ont été démantelées sans avoir des malades. Je ne sais pas si vous souhaitiez que les Camerounais meurent là-bas. Non, vous ne comprenez pas. On parle de l'aspect financier. Non, en état d'urgence. On peut faire construire le même stade deux fois l'État. Permettez, monsieur Foula, je vous ai écouté. Permettez-moi aussi de parler. En disant que ces centres-là, nous sommes très contents parce que c'est un État qui a été proactif. Et on a vu, pour une fois qu'on voit le ministre secrétaire général à la présidence sortir sur haute instruction du chef de l'État. Vous voyez, rapidement en courant, venir se rassurer que ces centres-là sont bien installés. C'était la première fois. Et après, je vous demande de dire, est-ce que monsieur, vous dites qu'il est exubérant, il est quelqu'un qui n'est pas discret. Je ne connais pas une seule interview dans un journal, même à la télévision nationale du secrétaire général. Moi, par contre, je ne sais pas si vous avez plus vieilli. Permettez. Ça veut dire que quelqu'un est discret. Il ne le fait pas parce que son travail n'est pas de bavarder. Le secrétaire général dans une administration, même les simples associations, c'est le ventre de l'administration. Il est discret. Il ne parle pas. Il agit. Et il applique les instructions. Je voudrais sortir. Je sors donc en disant que ce monsieur a été un haut commis de l'État. Il ne sort pas parachuté. Il a été dans les administrations. Je ne me souviens pas qu'il ait eu ce genre d'attitude qu'on décrit de lui ici. Il a été au minerai, vous vous souvenez très bien. Ce monsieur est passé là-bas, il a perçu. Aujourd'hui, voilà donc, pour vous dire, ordonnateur, monsieur, je voulais donc vous dire que dans votre régime financier de l'État, que vous avez tout fait de libre partiellement seulement pour inculper celui que vous n'aimez pas, pour dire que là-dedans, il y a des ordonnateurs. Permettez. On n'a aucun problème.
Je ne sais pas pourquoi il ne doit pas parler. Je ne connais pas, je n'ai aucun problème avec vous. Qui a parlé d'excellence? Je dis ceci, je suis en disant que... Ne me tuez pas au quartier. Non, je suis la tasse force. Vous voyez, maintenant on veut faire de lui quelqu'un qui tue les gens. Moi, je suis très sérieux sur ce plateau, parce que je respecte ce plateau, il est très sérieux. Et actuellement, ce plateau est suivi par le ministre d'État, secrétaire général à la présidente, qui suit de manière sérieuse cette émission, qui l'aime d'ailleurs. Pour dire que, dans ce régime financier, vous avez les ordonnateurs, vous avez les comptables, mais monsieur, parlez aussi des auditeurs. Est-ce que c'est l'administration qui ordonne, qui a le comptable, qui audite en même temps? L'État a ses auditeurs. Vous avez le contrôle supérieur de l'État, vous avez la chambre des comptes, vous avez les auditeurs internes, vous avez les inspecteurs financiers qui font le travail. Et là-dedans, ils vont inspecter. Il me semble que le ministre, le secrétaire, il n'est pas auditeur. Il va prendre les actes. Et s'il y a irrégularité, il a reçu le rapport. Ce n'est pas lui, c'est le président de la République qui reçoit. Et je suis donc en par là, parce que vous avez dit trop de choses même qui m'ont fait. Heureusement que je suis là pour rétablir la vérité sur ce plateau, en disant que, selon le principe de la séparation des pouvoirs, vous avez donc le président de la République, qui est dans l'exécutif. Et vous avez donc dans la Constitution dit le président de la République est le chef de l'État. Article 5, alinéa 1 de la Constitution. Vous comprenez ce que ça signifie? Oui. Pour vous dire pourquoi c'est lui qui reçoit. Il les reçoit en tant que chef de l'État. Cher monsieur. Et le chef de l'État est au-dessus de toutes les institutions. Il est le régulateur de toutes ces institutions. Et le ministre de la justice, garde des Sceaux, le ministre d'État que je salue en passant, ne peut pas recevoir le rapport de la Chambre des comptes pour le simple fait que, sur la base de ce principe-là, il n'est qu'un maillon de l'exécutif. Donc il est pas de demander et c'est normal de lui envoyer les correspondants, les charges des correspondants. Ce n'est qu'une pratique basique dans une administration normale. Même à 40-24, vous passez les correspondances. Pourquoi est-ce que la presse aujourd'hui vient nous dire que le fait que quelqu'un écrive la correspondance dans la logique de ses prérogatives, des instructions de son chef, devient une affaire dans la presse? Ce monsieur est un monsieur. Et je dis, je commence à... Au départ, je ne comprenais pas. Je commence déjà à comprendre que ce monsieur, vous voyez, est un arbre qui porte des fruits juteux. Et voilà pourquoi on lui jette des pierres. Et ce monsieur, moi je vais commencer. Et je le soutiens. Parce que ce que vous faites, décidément, c'est le proche collaborateur du président de mon parti, et par ailleurs, président de la République. Vous pensez que vous allez le saquer, un fils de la nation comme celui-là. Et vous allez... vous avez dit que le Congo a été signé. Et ce monsieur, pour vous prouver encore, je sors définitivement par là. Le président, vous avez commencé cette cabale bien avant. Mais le président, qui refait la presse, une partie de la presse, une presse à gage, une presse qui prend de l'argent par-ci par-là, pour salir le ministre. Non. Ça arrête. Regardez les titres qui sont passés là. Je vous dis, je sors du kiosque. Je sors du kiosque. Je sors le message. Et je vous dis, je sors du kiosque. Je sors du kiosque. Voilà. Je dis, je sors du kiosque, monsieur. Parce que j'ai lu le titre de l'émission, le kiosque. Je sors de messages presse. J'ai pris la presse. J'ai pris le temps de lire. Des journalistes de certaines presses qui s'attaquent à ses proches collaborateurs. Vous voulez saquer l'action du président. Parce que quand vous attaquez à son proche collaborateur, ça veut dire que vous voulez vous attaquer au président. Laissez le président et son proche collaborateur qui a fait de lui, en janvier 2019, ministre de l'État, pour vous démontrer la confirmation de sa haute confiance d'un monsieur collaborateur, travailleur, intègre et dévoile la tâche. On est parti, il y a une émission derrière nous. On est parti. Merci Cyril. On va se revoir certainement le week-end prochain. Merci donc à tous les trois d'être passés par ici aujourd'hui. C'était le kiosque de Canal 24 réalisé ce samedi par Justin Yanke. Nous avons bien sûr une pensée pour Léopold Ndassi, le consultant. Il pleut des cordes sur Yaoundé. Il n'a pas pu rejoindre ce plateau aujourd'hui. Certainement, il vous reviendra samedi prochain. Merci à Jules Raymond Foula. Merci à Martial Dessala. Merci à Cyril Massinfa et merci à Jules Koutessi, porte-parole de Marseille Niad, qui était dans la première partie de ce débat. Merci à vous, prenez soin de vous et à samedi 15h.